Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de Canal Presse, édition justement de ce 24 mars 2019 qui débute à l'instant. C'est ce programme qui vous permet de revisiter l'actualité telle que vécue au cours de la semaine. Et on va ouvrir les débats tout de suite avec nos invités qui sont déjà en plateau et des politiques, également des journalistes experts des questions de décentralisation pour relire l'actualité en ce dimanche 24 mars 2019. Je m'en vais commencer la présentation de ce plateau par Jean-Robert Wafo. Il est ministre de la communication du chef de cabinet du Social Democratic Front. Jean-Robert Wafo, bonjour et bienvenue. Bonjour Michael Tipchko, bonjour à tous les autres panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs de Canal Presse. Et ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu sur les plateaux de télé. J'ai envie de vous demander si vous allez mieux maintenant. Mais ça va tout doucement. Vous savez que 2 semaines avant la campagne, l'ouverture officielle de la campagne, j'ai eu un malaise, j'ai eu mal au pied et ça m'a coulé pratiquement jusqu'à cette date au lit. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu m'exprimer, n'est-ce pas, durant la campagne qui s'est déroulée comme tout le monde a pu constater. Et bon voilà, donc je suis de retour aujourd'hui, comme on dit souvent, I am back. Merci. Et je vous donne justement la parole à propos de ces incendies à répétition dans des marchés au Cameroun. Le dernier qui en date, c'est le marché Congo de Douala. 2 incendies pratiquement en l'espace d'une semaine enregistrés dans ce marché. On a vu le ministre de l'administration territoriale qui a effectué le déplacement, le Premier ministre également qui était au marché Congo de Douala. Mais dans une tribune publiée dans le quotidien La Nouvelle Expression cette semaine, vous semblez tenser un tout petit peu la communauté urbaine de Douala. Oui, mais d'abord, permettez-moi de dire que les incendies dans les marchés se suivent et se ressemblent pratiquement. Et chaque fois qu'il y a un incendie, on constate que les enquêtes sont ouvertes, mais les résultats d'enquête ne sont pas rendus publics. N'est-ce pas, sur la base des informations, s'agissant du marché Congo, sur la base des informations qui me sont revenues, et sous réserve, n'est-ce pas, des résultats des enquêtes qui seront, je le souhaite, publiés, ma conviction est qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un déguerpissement forcé par le feu. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Je l'assume, je dis bien sous réserve, n'est-ce pas, les résultats des enquêtes qui seront menées. Parce que vous voyez, il m'est revenu que le deuxième incendie a commencé effectivement là où s'est arrêté le premier. Et quand je le dis, c'est parce que je mesure, n'est-ce pas, les enjeux qu'il y a sur ce site. Parce que vous voyez, ce qu'on appelle pompeusement marché Congo, ça n'existe que de nom, parce qu'en réalité, il s'agit, n'est-ce pas, d'un site sur lequel les gens ont construit pour la plupart en matériaux provisoires, du fait que, n'est-ce pas, les pouvoirs publics ont démissionné de leur mission, notamment en ce qui concerne la construction des équipements marchands. Bon, mais quand je parle d'enjeux, c'est quoi? C'est que j'ai entendu le Premier ministre parler de la reconstruction, je veux dire de la construction de ce marché, parce qu'il ne s'agit pas d'une reconstruction, il s'agit d'une construction, que la construction sera faite, n'est-ce pas, sur la base d'un partenariat public-privé. Bon, j'ai bien envie de me demander qui sera le partenaire public. C'est vrai, peut-être qu'il y aura dans le FECOM. Mais quelle collectivité territoriale décentralisée sera du côté du public? La communauté urbaine de Douala, par exemple. Pas du tout. Et c'est là où il y a un problème. Et ça, il faut que je le dise ici clairement. Pas du tout. Voyez-vous, le 18 juin 2015, le Premier ministre, c'était à l'époque de Philémon Yan, a signé, n'est-ce pas, un décret précisant les modalités de transfert de certaines compétences par l'État aux communes en matière de commerce. Que dit ce décret? En thématique 13 alinéa 1, que la commune gère les marchés installés sur son territoire. Alors, même quand on a fait une école primaire besogneuse, installée dans ce contexte, a pour synonyme quoi? Disposé, situé, construit, établi. La communauté urbaine n'a pas de territoire. Elle agit juste sur le territoire des communes. Alors, qu'est-ce qui peut justifier, Michael Tipko, que depuis que ce décret est rendu public, a été rendu public, que ce soit la communauté urbaine qui continue de gérer les marchés, je veux dire les marchés importants dans la ville. Dans le cas d'espèce, ça aurait dû être la mairie, je dis effectivement, c'est le lieu pour moi ici, voilà. Le lieu pour moi ici, n'est-ce pas, d'attirer l'attention du Premier ministre John Gouté. Parce que je sais, je suis convaincu, je sais très bien que le Premier ministre John Gouté, là où il se trouve, dans cette primature, il sera, n'est-ce pas, cadenassé par des mafias au sujet de ce dossier. De même que le ministre en charge de la décentralisation et du développement local, c'est clair que depuis l'ancien MINAT, il y a des fonctionnaires véreux
constituant un véritable gang qui ont décidé, n'est-ce pas, d'encercler les différents marchés. Pourquoi? Parce que la véritable bataille se situe au niveau des recettes non déclarées, M. Michael Tchiko. Qui peut, un tant soit peu, dire, d'abord alors justifier qu'on prend les droits de place dans tous les marchés, les grands marchés de la ville de Douala. Quand vous prenez le compte administratif, tous les différents comptes administratifs de la communauté urbaine, on vous fait comprendre que les droits de place, c'est de 575 millions de francs CFA. Mais bon, d'abord, c'est une aberration. Parce que le marché central seul, sur la base de l'évaluation que la commission d'arrondissement des droits des gens avait faite, devait nous rapporter près de 500 millions par an. Mais on nous dit que tous les équipements marchands, en termes de droits de place, rapportent 575 millions. C'est déjà faux. De deux. Même si c'est ce montant. Mais 575 millions de francs CFA, c'est moins de 1% des recettes de la communauté urbaine. Pourquoi la communauté urbaine s'arc-boute tant sur la gestion des marchés alors que ça ne représente que 1% des recettes? Si ce n'est qu'il y a des mafias qui détournent, n'est-ce pas, les recettes, qui prennent des circuits brumeux et qui trouvent des escroissances jusqu'à la présidence de la République, à la primature ainsi que au ministère. Mais oui, je sais de quoi je parle, M. Mott. Je suis un élu local. Je ne suis pas seulement un théoricien de la décentralisation, je suis un praticien, je le vis et je sais de quoi je parle, M. Mott. Merci Jean-Robert. Merci, on l'a compris, vous défendez la cause. Ça veut dire que le partenariat public-privé devrait prendre en compte la commune d'arrondissement de Douala. La commune d'arrondissement de Douala. Vous êtes maire, je le précise. J'ai dit, je suis adjoint au maire, j'ai dit, tu devrais prendre en compte la commune d'arrondissement de Douala plutôt que la communauté urbaine. Voilà. Parce que, effectivement, moi je vais mesurer la capacité du Premier ministre John Gouté à pouvoir impulser véritablement la décentralisation par rapport à ce dossier. Merci. S'il se laisse berner, et dit si le Premier ministre John Gouté se laisse berner par des mafias tapis dans l'homme, alors là, je dirais bye bye la décentralisation. Encore que à ce stade actuel, la décentralisation n'existe que de nom. Merci parce que voilà, elle est pratiquement mornée. Merci Jean-Robert. Je vais permettre exceptionnellement à notre invité sur ce plateau de dire un mot sur la même question. Il s'agit de Barthélemy Komtchouenté. Bonjour et bienvenue. Bonjour Michael. Je rappelle que vous êtes expert des questions de décentralisation et vous également, vous avez commis cette semaine une tribune dans un autre journal pour parler de ces mêmes incendies dans les marchés de Douala et même du Cameroun en général. Je ne vous ai pas semblé très d'accord tout à l'heure avec les propos de Jean-Robert au sujet, par exemple, du respect. Je tiens d'abord à déclarer, comme je l'ai fait dans mes publications, qu'il faut déplorer vraiment le phénomène répétitif des incendies dans nos marchés. Et surtout dans la ville de Douala. Vous n'irez pas jusqu'à dire, comme Jean-Robert, qu'il s'agit de divertissements forcés. Je vais vous dire que, pour autant, je suis d'accord avec Jean-Robert Wafo sur la responsabilité première qui incombe à la communauté urbaine. Parce que la communauté urbaine, quand on dit gérer des marchés, ça veut dire que la communauté doit s'occuper même des installations, de la sécurité et autres. Mais quelle est cette communauté qui se contente simplement de percevoir les droits de place et abandonne des commerçants à eux-mêmes? Et à chaque fois il y a des cirques, on revient tout de suite en sapeur-pompier quand le marché a pris feu. Donc je crois que la communauté sur ce point, et particulièrement le délégué du gouvernement, commet là ce qu'on appelle une négligence systématique. Ce n'est pas une négligence, c'est une faute. C'est une négligence systématique. C'est une négligence systématique qui est répréhensible parce que le code pénal le prévoit. Mais qui peut actionner? Ça peut être que sa hiérarchie qui peut dire que vous êtes en position de négligence systématique. On vous traduit devant les tribunaux. Voilà, la responsabilité première, pour moi, revient au délégué du gouvernement. Maintenant, en ce qui concerne la position de Jean-Robert Wafo, je crois que nos lois sont claires. Au terme actuel de la législation, il est clair et constant que dans les communautés urbaines, les marchés sont de la compétence de la communauté urbaine et non des communes d'arrondissement. Quand j'entends Jean-Robert dire que qui va signer le contrat PPP, il est évident que le partenaire public, dans le cadre de ce contrat, c'est la communauté urbaine. C'est la communauté urbaine. C'est la communauté urbaine. C'est pas un sujet de c'est un débat qui dure. C'est un débat extrêmement important. On a compris, Jean-Robert. Oui, je vais le redire. C'est un débat qui dure et pour reprendre les thèmes de Jean-Robert, je ne sais pas pourquoi il s'arc-boute là-dessus.
Qui ça? Des années en années, Jean-Robert. Merci. Qui ça, monsieur? Toi, tu C'est le délégué du Non, gouvernement. tu t'as sur ce débat. Non, monsieur Comté. C'est ça qu'il s'agit. On a visité cette loi. On a compris. Je n'ai pas besoin de revisiter. Vous n'entendez pas sur le sujet. Dans les communautés urbaines, la compétence en matière de construction, de gestion et d'équipement des marchés relève de la communauté urbaine et non des communes d'arrondissement. Merci, on l'a compris. Barthélémy Komtchouenté, le sujet justement avec lequel je devais vous accueillir, je suis désolé, on ne dira plus un mot sur non, mais on n'en parlera plus. C'était pas un sujet retenu pour le débat, on refera le débat à Jean-Robert Wafo. Je comprends que vous n'entendez pas sur la question. Nous y reviendrons. Qui sont concernés. On a compris, Jean-Robert. On a compris, nous y reviendrons. Barthélémy Komtchouenté, le sujet avec lequel je vous recevais aujourd'hui, c'est bien sûr ces enlèvements à répétition dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On l'a entendu cette semaine, le coach Doumbé Bosso qui a été enlevé de Young Sport Academy de Bamenda, qui a été enlevé, mais heureusement libéré quelques temps après. L'ancien ministre Emmanuel Gafesson qui est toujours en captivité jusqu'ici, et des étudiants de l'université de Boya, des athlètes qui étaient dans un stade et s'entraînaient pour les Jeux universitaires qui doivent se tenir normalement dans les semaines à venir dans la ville de Boya, mais qui ont également été enlevés, kidnappés avant d'être libérés quelques temps après. Un phénomène d'enlèvement avec demande de rançon qui commence à prendre de l'ampleur dans ces deux régions anglophones du Cameroun. On dirait qu'on atteint la cote d'alerte. Alors ce phénomène est tellement inquiétant qu'on se rend compte qu'on n'est vraiment pas du tout en sécurité. Or c'est l'État qui a la responsabilité d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Ces enlèvements à répétition montrent que l'État, là, a des limites. Parce que comment pouvez-vous imaginer qu'on vienne dans un établissement, on enlève 15 personnes en rançon, et après, le lendemain, ils sont relâchés. Alors, moi, je commence à croire et être d'avis avec... il y a un journal qui a titré cette semaine en disant que ces enlèvements contribue à exercer parfois une pression politique pour que le gouvernement se réveille pour régler les problèmes du nord et sud-ouest. La deuxième hypothèse qui était avancée dans ce journal, c'est que les bandes séparatistes prennent cette opportunité comme un business. Parce que vous voyez, on enlève les gens et après on fait des vidéos, on envoie à leurs familles. Et le lendemain, les familles interviennent, ils payent, on libère. C'est déjà le business. Des méthodes de terroristes. Oui, c'est des méthodes de terroristes. Et puis maintenant, vous voyez que ça atteint même parfois les opérateurs économiques, puisque dans le même journal, je me rends compte que j'ai lu qu'un opérateur économique à Bamenda a été obligé de payer 20 millions pour qu'on l'autorise à ouvrir son commerce. Donc vous voyez que avec toutes ces conjonctions d'événements, on sent qu'il y a une défaillance de l'État à assurer vraiment la sécurité des biens et des personnes, et c'est regrettable. Merci Barthélémy Komtchouenté. Le troisième invité sur notre plateau ce jour est journaliste, directeur de la publication du journal du week-end, Léopold Chenjou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Michael et merci de l'honneur que vous me faites ce dimanche. Alors on reparle de cette main lourde, on va l'appeler ainsi, du tribunal criminel spécial dans l'affaire dite CRTV. C'était cette semaine également, avec des condamnations à 20 ans de prison pour l'ancien directeur général de la CRTV, Gervais Mendozé, 18 ans pour Lika Pababa et compagnie, et deux autres personnes accusées dans ce dossier. On leur reproche d'avoir détourné plus de 15 milliards de francs CFA du temps où Gervais Mendozé était bien sûr directeur général de la CRTV, de l'argent destiné à la redevance audiovisuelle. Bien sûr Michael, quoi dire sur le sujet, c'est que la justice, c'est un peu ça le visage inhumain de la justice, s'il faut le prendre ainsi. La justice malheureusement, quand elle veut frapper, elle ne regarde pas un certain nombre de choses. Donc c'est la justice, lorsqu'elle est appliquée dans toute sa plénitude, dans tout son contenu, on en arrive à des peines aussi lourdes, telles que tu as dit. Maintenant, on est dans un contexte bien précis. Je pense que
Vous parlez du cas de Gervais Mendoza. On n'oublie pas quand même que c'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services à ce pays. On n'oublie pas que c'est un formateur de haut vol. On n'oublie pas un certain nombre de choses parce qu'aujourd'hui, Mendoza quand même approche les 70 ans. Lorsque vous lui donnez 20 ans, je ne suis pas sûr qu'il en sortira vivant. Donc je pense que malgré tout, on devrait... Est-ce que la place de Mendoza aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, est-ce que sa place aujourd'hui devrait être dans une prison? Il n'est pas sur la personne de Gervais Mendoza seul, mais d'autres prisonniers. C'est un cas emblématique, mais comme je l'ai dit d'entrée, je dis c'est la justice. On dit souvent c'est la loi est due, malheureusement, il faut passer par là. Donc vu sous cet angle, on n'a peut-être pas grand-chose à dire pour ne pas après dire que la justice n'est pas indépendante ou indépendante. Je crois que ça c'est... Merci Léopold d'être venu. Le 4e invité en plateau, c'est Samuel Motte. Samuel Motte, bonjour et bienvenue. Bonjour Michael. Sénateur suppléant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes, en fait, on va le dire ainsi, aujourd'hui c'est 24 mars, c'est donc le 34e anniversaire du RDPC, la fête prévue justement sur l'ensemble du triangle national, mais à l'occasion, le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuete, a rendu public une circulaire il y a quelques jours où il appelait les militants et bien d'autres Camerounais d'ailleurs à s'inscrire sur les listes électorales. Et on note également que cette célébration se tient dans un contexte un tout petit peu compliqué, hein, peut-être de grogne, on va dire ça ainsi, annoncé au sein de votre formation politique, à l'aune des échéances électorales à venir. On se souvient parfois des batailles d'investiture qui ont cours au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, mais vous savez très bien, écoutez, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une grogne. Vous avez dit que je suis sénateur suppléant, je suis également président de section RDPC d'une camp sud-est à Yingui, c'est-à-dire que dès que l'émission terminera, je vais prendre Janet pour 2h30 de route pour pouvoir aller présider à la cérémonie dans ma localité. Non, il n'y a pas de grogne du tout. Il y a effectivement... C'est le propre des décisions que l'on prend au jour le jour. Une décision, ça a pour vocation de faire plaisir, de donner raison à une personne et puis de donner tort à quelqu'un d'autre. Et nous sommes habités pour ce genre de phénomène. Bien entendu, nous avons commencé à les préparer pour qu'il n'y ait pas trop d'éclat de voix, mais vous pensez très bien que dans un monde où il y a des gens qui sont en compétition, où il y aura toujours des gens qui pourront dire « oui, mais le choix ne m'a pas été favorable, donc j'ai des raisons ». Mais en même temps, nous devons être en rang serré, parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux que nous ne devons pas absolument rater. Et dans ce cadre-là, nous avons reçu, dans le cadre d'une formation qui a été faite il y a une ou 2 semaines d'ailleurs, où on nous a rappelé notre devoir de discipline et de réserve, notamment quand il y a une décision qui est prise. La décision ne plaise pas à tout le monde. Le propre, effectivement, c'est de dire, est-ce qu'on fait une prise de décision qui est fait sur le sceau de l'équité. Et lorsqu'il y a un minimum d'équité qui est rendu dans le cadre d'une décision, je pense qu'effectivement, on devrait savoir la gérer. Nous avons, par le passé, fait les choix de nos candidats en étudiant les primaires. Les primaires, effectivement, ont monté un certain nombre de limites. Aujourd'hui, on est en train de s'essayer. Mais là également, vous avez vu, le parti se prépare à cela depuis. L'éventail hiérarchique qui était d'une largesse absolue il y a quelques années, c'est beaucoup resserré. L'éventail hiérarchique, c'est-à-dire qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, quand on faisait la théorie du management, on vous disait un ingénieur s'occupe à peu près de 15 ouvriers à la fois. À l'époque, on a été organisé autour d'un maillage qui était composé essentiellement des sections. Les sections, vous en avez dans chaque arrondissement, 360, et qui reportaient directement au comité central. C'était complètement difficile à gérer et c'est pour ça qu'on a commencé à resserrer. On a mis des structures intermédiaires qui pourront nous permettre de faire une meilleure prise de décision. Et notamment, vous avez sur le plan régional une délégation, également sur le plan départemental, une autre délégation intermédiaire. Je pense que les candidats qui sortiront pour le scrutin qui s'annonce sont les meilleurs candidats qui auront été retenus par le parti. Donc, il n'y aura pas d'éclat de voix comme vous l'avez pensé. D'accord, on vous le souhaite naturellement, Samuel Motte. Merci. Chacun est intervenu sur son sujet d'entrée, mais je note tout simplement que M. Batéé, comme tu étais en plus de son sujet d'entrée, n'est-ce pas, donc a fait une bifurcation. De même que moi, je vous en prie, permettez-moi, je ne vais pas mettre une minute là-dessus, lui, ça ne coûte pas votre définition. Je vais revenir sur le problème donc, des matchs. Il a évoqué la loi. La loi de 2004 pour fixant les règles. Mais on a essayé sur la décentralisation, il semble. Je vous en prie. Fixant les règles applicables aux communes, M. Motte. Il a dit que c'est de la compétence, que la construction, l'entretien et la gestion des équipements marchands sont de la compétence de la communauté. Mais oui, vous faites référence au titre 5 de cette loi, qui est intitulé du régime spécial
applicable aux agglomérations urbaines. Mais sauf que ça, c'est l'article 110. Mais sauf que dans le même titre, Michael Typico, l'article 120 dit, dans le même titre, pas dans un autre titre, dans le même titre, l'article 120 dit, les dispositions de cette loi sont applicables mutandis aux communes d'arrondissement. Et l'article 156 dit, les modalités d'application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire. La voie réglementaire, c'est quoi, monsieur Comme? C'est le décret. D'où le premier, et justement parce qu'il y avait chevauchement. Je souhaiterais qu'on parle parce qu'il y avait chevauchement. Non, laissez-moi finir parler. Justement, parce qu'il y avait justement le décret de 2015 est venu mettre fin à ce chevauchement. Il ne faut pas tromper des gens. Je comprends très bien. Vous avez un problème avec les maires, avec les 6 maires de communes d'arrondissement de Douala. Vous avez voulu que certains accèdent, n'est-ce pas, à la création d'un syndicat. C'est le problème. Mais pas parce que c'est un syndicat. Monsieur Jean-Robert, il n'y a aucun problème avec aucun maire. Qui crée des syndicats ou pas, je ne serai jamais un syndicat. Battez-lui comme tu veux. Ce n'est pas un sujet de débat. Un décret d'application immédiate. Jean-Robert, ce n'est pas un sujet. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un décret, vous saisissez le juge administratif. La transition, on va parler de... Mais la CNJ n'est pas située. Le problème, c'est que vous êtes pour décret, alors que je suis encore libre. Non, monsieur, un décret d'application immédiate, monsieur. On prend la transition. Si vous n'êtes pas d'accord avec un décret, vous saisissez le sujet. Ah oui, voilà. Et allez, on va poursuivre et on prend le premier sujet. Je vous promets, on reviendra sur ce débat. On le fera peut-être sur ce plateau ou bien d'autres plateaux spécialisés sur notre antenne de Canal 2 International. Mais tout de suite, on va parler du Cameroun Business Forum, 10e édition, qui s'est tenue la semaine dernière, la semaine passée, ici même à Douala, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. La 10e édition qui s'est donc tenue, c'était le 18 mars précisément, entre satisfecit du gouvernement et inquiétude du secteur privé qu'on a noté ce jour. Cette édition s'est terminé sur une note d'espoir cependant. Et Célestin Taoma, le président du groupement interpatronal du Cameroun, dans son discours de présentation du thème général de la rencontre, est revenu sur le contexte économique camerounais, un tout petit peu difficile en ce moment avec les crises sécuritaires dans certaines régions du Cameroun, une absence de devises également. Et il a parlé aussi de la dette intérieure, toujours très élevée, une fiscalité handicapante pour les opérateurs économiques au Cameroun également. Le recul dans le rapport Doing Business de 2019 de notre pays. Léopold Chenjou, vous qui suivez au quotidien les questions économiques, alors, qu'avez-vous retenu justement de cette dernière édition du Cameroun Business Forum? On reviendra naturellement tout à l'heure sur les résolutions qui ont été prises à l'issue de cette rencontre. Sur cette question, je serais très sévère et je dirais que je n'ai rien retenu pratiquement. Parce que vous voyez, on est, comme vous l'avez si bien dit, à la 10e édition de ce dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Et vous allez vous rendre compte, depuis 10 ans, on dit pratiquement les mêmes choses. On n'avance pas. Un indicateur clair cette année-ci. Vous savez que le Cameroun a encore perdu 3 places au classement du Business 2019. On a encore dégringolé de 3 places. Et je me rappelle bien, l'année passée, il y a eu le même CBF, il y a eu le même Cameroun Business. On avait ressorti toute une litanie de doléances et des préoccupations et puis des promesses avaient été faites. Un deuxième indicateur. Lorsque vous venez au mois de mars, vous organisez une rencontre, celle-là, avec assortie des recommandations. Lesquelles recommandations ont souvent des répercussions sur le plan financier? Le budget a été voté. Vous pensez que si les instructions qui vont sortir de ce CBF cette année, s'il y a des instructions à caractère financier, à quel moment on va mettre ces instructions en œuvre? Puisqu'on est déjà, le budget 2019 est déjà en cours d'exécution. Donc moi je pense que c'est toujours ce genre de saupoudrage qu'on fait depuis 10 ans. On n'avance pas, mais l'indicateur réel aujourd'hui c'est que l'économie, on continue de perdre, le Cameroun continue de perdre de son attractivité. Je dis encore cette année, sur le classement de la Banque mondiale, on a dégringolé de 3 places. Donc je pense que, pour me résumer, moi je n'ai pratiquement rien retenu, sinon les mêmes histoires qu'on raconte. Et puis l'année prochaine, au mois de mars, on sera là à dire autre. Non, malgré le contexte difficile hein, que j'ai rappelé tout à l'heure et de nombreux goulots d'étranglement qu'on continue d'observer, le Premier ministre lui-même l'a reconnu et bien d'autres participants à cette rencontre, on a quand même appris du gouvernement, appris que le gouvernement a exécuté plus de 150 des 200 recommandations en 10 éditions du Cameroun Business Forum et près de 90 recommandations ont abouti à des réformes
déterminante. Ça, c'est voilà l'encontre justement de ce que vient de dire Paul. Je vais peut-être... un mot et ça même oui, évidemment. Lorsque vous parlez des réformes, ça devrait aboutir à quelque chose. Ça devrait aboutir à quelque chose. Regardez l'indicateur croissance. L'année dernière, quel était notre taux, le point de croissance? Il était de combien? Mais je vous dis, quand sur le plan du doing business, qui est quand même la référence en matière d'attractivité d'un pays, vous dégringolez de 3 places. On vous rétorquera que ce n'est pas le seul indicateur sur lequel, parce que je sauf qu'au même moment, lorsqu'on gagne 1 ou 2 points, on en parle. On se délecte. On justifie cela. Donc, si l'indicateur, si vous me dites qu'on a exécuté des réformes, 90% des réformes, et qu'à la fin de ça, plus de 150 réformes ont été exécutées, et qu'à la fin, les opérateurs 90 sont aboutis à des réformes et qu'à la fin, les opérateurs économiques continuent de pleurer. Les vrais problèmes de l'économie camerounaise persistent. La crise énergétique est là, la question des infrastructures est là, la pression fiscale dont on parlait, c'est là. Quelles sont ces réformes exécutées? Et pour quel but, quelle finalité? Voyez-vous, il m'a tendu la perche, et je crois que c'est une parole qui me suivi tout au long de cet entretien que nous avons. Nous devons retenir que nous avons quand même un pays qui a une certaine capacité, et un pays qui est de résilience, qui inspire respect à l'extérieur. Et quand il me parle, il me rabâche le propos avec son doing business. Très souvent, le doing business se fait sur la base des propos qui sont tenus par des gens comme lui. Toujours de la perception, jamais du concret. Moi, donc, j'ai cessé de lire tous ces classements-là. Parce que même sur la corruption, quand on vous dit, par exemple, nous sommes classés 200e parmi les pays les plus corrompus, en réalité, quand vous dites, vous avez constaté combien d'actes de corruption dans le cadre de votre enquête, non, on a tenu compte de ce qu'on a entendu ici ou là. Effectivement, si nous sommes un pays de pleurnichards, on sera très mal classé. Le Cameroun, c'est quand même un pays de référence. Et j'ai tendance à l'affirmer, non seulement sur le plan économique, parce que notre place à l'intérieur de la zone CEMAC, elle n'est pas du tout à contester aujourd'hui, elle est plutôt enviée, mais également sur l'ensemble des autres aspects que vous allez certainement évoquer, parce que j'ai vu que dans le canevas de votre émission, on va parler également de la visite que nous a rendue le sous-secrétaire d'État américain. Nous sommes un pays respecté. Et souvent, quand on fait des réformes, ces réformes, effectivement, apportent un certain nombre d'éléments de croissance qui ne doivent pas nécessairement se traduire tout de suite par je sais pas moi, un bond du taux de croissance. Il peut également avoir l'interférence des effets extérieurs. La situation telle que nous la vivons aujourd'hui, c'est pour ça qu'il pensait effectivement qu'il allait parler de la résilience. Pour qu'ils tombent dessus en disant c'est tout le mot qui revient chez vous. Mais oui, effectivement, je suis à même de le prononcer parce que nous sommes l'une des économies les plus résilientes aujourd'hui, indépendamment, nonobstant l'ensemble des événements que nous connaissons aujourd'hui, notamment le fait que nos matières premières se portent très mal sur le plan international. Et quand vous parlez effectivement des matières premières qui se portent très mal sur le plan international, ça ne dépendra ni d'un gouvernement africain, ça ne dépendait ni d'un gouvernement occidental, aussi tenté qu'il soit, que ce gouvernement-là soit également en mesure de faire des propositions dans ce genre de secteur. Ça dépend essentiellement du marché. Et le fait, effectivement, que nous ayons ce taux de croissance-là, même si nous considérons que ces taux de croissance ils sont insuffisants, nous laisse penser, quand même, nous laisse des poches d'espoir. Et nous pensons qu'effectivement, il faut, et c'est pour cette raison, l'autre chose également, si ça allait de soi, on ne créerait pas des cadres de réflexion communes où on rassemblerait à la fois les partenaires publics et les partenaires privés. C'est parce qu'effectivement, il y a de temps en temps ces boulots de gouvernement que personne ici de nuit, parce qu'il y a effectivement ces difficultés-là à avancer dans la même direction, que de temps en temps, il faut avoir ce cadre de concertation. Et le fait également que le Premier ministre vous dise, sur l'ensemble des propositions, même si ça ne tient pas les pleurnicheries des uns et des autres, sur les 100 propositions qui ont été faites, nous avons exécuté 150, c'est quand même un motif de satisfaction. Effectivement, lorsqu'on fait des prévisions, et là nous sommes dans le cadre du management, les prévisions c'est effectivement une fourchette haute et une fourchette basse, à l'intérieur de laquelle vous circulez. Et ça demande très souvent des corrections. Et c'est parce que vous faites effectivement des corrections que de temps en temps vous vous arrêtez. Par ailleurs, également, il parle du fait que ça a été voté en début d'année. Oui, une réforme structurelle n'a pas seulement vocation à apporter des effets là immédiatement. Elle n'est pas également faite dans le cadre de l'immédiateté. Elle est faite quand on dit par exemple qu'il faut, c'est pas moi, alléger les procédures de création d'entreprise. C'est pour l'instant de 2019, mais c'est également pour l'après. Et donc, sincèrement,
croyons à ce que nous faisons, nous réussirons de tant mieux parce que... Michael, je reviendrai à vous. Nous réussirons de tant mieux parce que également dans le développement des uns et des autres, la perception de la foi également a une importance capitale. Et parmi les recommandations, justement, Barthélemy, comme Samuel Motte l'a évoqué tout à l'heure, parmi les recommandations marquantes, il y a cette réforme globale de la création d'entreprises avec la mise en place des centres de formalité de création d'entreprises au Cameroun, la réduction du capital minimum d'investissement, le capital minimum d'une entreprise à 100 000 francs CFA. Pourtant, c'était plus de 1 million de francs CFA par avance. Ce fait partie-là des réformes qui ont été prises au cours des éditions précédentes du Cameroun Business Forum, la création d'entreprises en 72 heures, par exemple. Vous pouvez la créer désormais de chez vous. Voilà, parmi ces réformes, c'est des réformes qu'on peut retenir justement et qui sortent de ce moule qui est le Cameroun Business Forum. Donc, avant de dire globalement ce que je pense du dernier Business Forum qui s'est tenu à Douala et auquel j'ai assisté personnellement, je vais dire ici que le fait n'est pas de créer des entreprises avec un capital réduit. Parce que même au niveau du GICAM, ils ont fait, je crois, un sondage où il ressort une enquête, où il ressort que au bout de 3 ans, le taux de morbidité des entreprises est très élevé. Après 3 ans, c'est terminé. C'est pas tout de dire qu'on crée une entreprise. Chacun de nous peut avoir une entreprise, mais là n'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que le Business Forum est tellement pour moi important pour le développement de ce pays. Déjà parce qu'il s'agit d'une rencontre entre le secteur public le secteur représenté par le gouvernement, qui est présidé par le Premier ministre, et le secteur privé. Donc moi j'ai assisté, et j'assiste depuis 10 ans à cette rencontre, parce que c'est important. Donc on se rend compte que quand le Premier ministre se déplace bien à Douala, avec un parterre de 15 ministres, je crois que chaque Camerounais de bonne foi doit dire que c'est important. Ça, c'est le côté jardin. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a intéressé, c'est que le patron du GICAM a tenu un langage franc au gouvernement. Les opérateurs économiques se plaignent des tracasseries administratives, ils se plaignent des pressions fiscales. Il a tenu un langage franc au gouvernement. Du côté du gouvernement, il est revenu constamment que le gouvernement est en quête des solutions pour faire baisser... la pression fiscale, par exemple. Le déficit de la balance commerciale oui. Qui est de l'ordre de 1000 milliards en ce moment. Alors, moi j'ai personnellement assisté à l'atelier qui était consacré à l'import-export. Mais quand le gouvernement a une volonté de baisser les déficits, qu'est-ce qui est pris concrètement pour transformer localement nos matières premières? Pourquoi on ne peut pas transformer le bois localement? On se contente toujours de l'exporter en grumes. C'est ça qui peut faire... Il faut qu'il y ait la production locale pour que moins d'importation et plus d'exportation, pour essayer d'équilibrer la balance. La balance commerciale. Maintenant, si vous allez vers les opérateurs économiques de l'export, vous vous rendez compte qu'ils se plaignent des tracasseries qu'ils ont sur la place portuaire. Sur la place portuaire pour exporter leurs marchandises. Donc le gouvernement aussi doit être de bonne foi et puis vraiment prendre des mesures pour que les Camerounais puissent exercer vraiment leurs activités et que notre économie se développe. Jean-Robert Wafo, avez-vous le sentiment justement qu'avec la mise sur pied des centres de formalité de création d'entreprises, on a réussi à inciter de nombreux jeunes à s'y lancer, encore qu'on disait tout à l'heure, le capital minimum qui est passé de 1 million à 100 000 francs CFA, avez-vous le sentiment que c'est une réforme justement dont on avait absolument besoin au Cameroun? Oui, mais toute réforme qui va dans le sens de la création des entreprises ne peut être que la bienvenue. Mais moi j'ai un problème. J'ai un problème avec les chiffres au Cameroun. Quand M. Motte, par exemple, brandit le taux de croissance, j'aimerais bien savoir sur la base de quoi ces taux de croissance est calculé. Parce que voyez-vous, d'abord, est-ce que ce taux de croissance qui est calculé tient compte, n'est-ce pas, du taux d'accroissement démographique ainsi que du taux d'inflation? Déjà, le taux d'accroissement démographique, on ne sait pas combien nous sommes au Cameroun pour pouvoir déterminer ce taux d'accroissement démographique, ce qui fait que
je peux dire, mais sans toutefois me tromper, que ce taux de croissance qu'on brandit est questionnable. Maintenant, par rapport à ce que, par rapport aux recommandations, je veux dire, au point de vue du président du GICAM qui est un homme à point, comme tout le monde peut le constater, je suis d'accord avec lui qu'il faut revoir, par exemple, le paradigme de la fiscalité au Cameroun. Il faut qu'on ait une fiscalité de développement. Il faut également qu'on essaie de voir dans quelle mesure il faut booster les exportations et qu'on régule l'importation. Je vais prendre l'exemple de l'importation. Il y a par exemple un scandale, parce que j'aime aller terre à terre. Parce que tout ce qu'on doit faire dans ce pays en matière économique doit pouvoir tout au moins remplir le panier de la ménagère. Prenons le cas du secteur du sucre. La demande de sucre au Cameroun, c'est de 300 000 tonnes par an. Nous avons la SOSUCAM qui ne peut couvrir que 130 000 tonnes. Et les agglomérés, 40 000 tonnes. Ça fait 170 000 tonnes. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de 130 000 tonnes. Mais nous observons que la SOSUCAM elle-même, qui n'est pas capable de couvrir ce gap, se permet, n'est-ce pas, d'écrire chaque fois au ministre du Commerce de limiter les importations. Je suis d'accord pour la production locale. Mais avant que cette production locale ne prenne corps de manière à satisfaire, n'est-ce pas, les besoins n'est-ce pas, du consommateur, il faut tout au moins qu'on puisse réguler ces importations. Et puis, je vais dire, le président du GICAM a bien fait de dire qu'il faut relancer les investissements au Cameroun. Parce que ces investissements ont décroché du fait des crises multiformes et également du fait d'une absence, n'est-ce pas, de vision prospective en matière économique dans ce pays. Oui, il faut relancer les investissements. Mais cette relance, pour moi, passe également, n'est-ce pas, par la relance de la consommation. Il n'est pas normal qu'on soit dans un pays qui dispose encore d'un SMIC de 36 000 francs CFA. C'est incroyable, M. Michael Chipko. 36 000 francs de SMIC au Cameroun. Mais nous avons le SMIC le plus bas d'Afrique centrale. Mais la Centrafrique qui sort de 10 ans de guerre, un SMIC supérieur à celui du Cameroun. C'est la raison pour laquelle le SDF au Parlement a déposé, n'est-ce pas, en 2014, une proposition de loi, et je le dis de façon grave, monsieur, moi je sais que vous n'avez pas de problème de fin de mois, parce que vous faites partie, n'est-ce pas, de la bourgeoisie. Comme Prador, je sais de quoi je m'adresse aux Camerounais. Quand vous avez 36 000 francs de mois, alors, je vais finalement répondre à... Non, mais écoutez, vous avez parlé, je n'ai rien dit. Vous aurez l'occasion de sans invective, monsieur le maire. Non, je ne fais pas d'invective, je suis en train de dire des choses sérieuses. Allez-y. Tout programme économique qui ne remplit pas le panier de la ménagère, je dis il faut froisser, jeter dans la poubelle. Ou alors, il faut passer à autre chose. Quand vous avez 36 000 francs le mois à un Camerounais, si son boulot, si le lieu de travail se trouve à un taxi, le taxi c'est 250 francs, aller-retour ça fait 500 francs CFA. En un mois ça fait combien? Ça fait 15 000 francs CFA. S'il doit manger 500 francs par jour, donc 100 francs le matin, 200 à midi, 200 francs le soir, ça fait également 500 francs, ça fait 15 000, ça fait 30 000 francs CFA. La dernière chambre, je veux dire chambrette, dans un quartier, dans une ville comme Douala, et même pas tout à l'heure, c'est 10 000 francs CFA. Donc on est déjà à 40 000 francs CFA. Je ne tiens pas compte, n'est-ce pas, du fait qu'il puisse tomber malade. Je dis, il vit seul, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, et il n'achète pas de vêtements. Donc je dis, il faut déjà... Non, il faut... on n'est pas là pour des théories économiques. On est là pour la pratique. Je dis, il faut relancer le SMIC. Donc il faut revoir le SMIC à la hausse. Passer d'un SMIC, d'un salaire minimum interprofessionnel de garantir un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il faut également relancer la consommation par effectivement les salaires au niveau du secteur privé. Et pourquoi pas public? Revoir la hausse du salaire des fonctionnaires. Oui, parce que quand les salaires augmentent, il s'agit d'un cercle vertueux. Quand le salaire augmente, c'est la consommation qui augmente. Et quand la consommation augmente, il faut bien que la production suive. Et pour que la production suive, il faut qu'il y ait de nouveaux investissements. Et quand on parle de nouveaux investissements, n'est-ce pas, il faut bien évidemment des machines. L'État gagne en termes de recettes fiscales-douanières. Parce que d'abord, fiscales, parce que quand plus on vend, plus la TVA grimpe, donc augmente. Et des recettes douanières, parce que pour faire venir donc le matériel de production, je veux dire les engrais, les machines et tout, c'est l'État qui gagne. Il y a aussi le Camerounais lambda, celui qui travaille, qui gagne. Il y a également, n'est-ce pas, l'investisseur qui trouve son compte. Alors je pense, pour ma part, que pour lancer l'investissement au Cameroun, il faut déjà revoir la hausse du pouvoir d'achat, et ça ne suffit pas.
Il faudrait également... Jean-Robert, on reviendra peut-être à vous tout à l'heure. Je permets à Léopold Chedjou de réagir et je vous relance avec une question, Samuel Mout. Merci Michael. Je pense que le malheur du Cameroun, c'est finalement d'avoir des intellectuels pour qui toute analyse objective fait de vous un antipatriote ou bien un ennemi du pays. Parce que je ne comprends pas comment le grand frère Modva a finalement m'indexé sur le plateau comme quelqu'un ou bien comme faisant partie... Ah non, mais je n'étais pas indexé en toi. Non, je pense monsieur le sénateur, que il y a des réalités et on aura beau les obscurcir, ça va nous retrouver. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez à Yingui. Je pense que Yingui-Douala, c'est moins de 100 km. Vous avez tantôt parlé, vous allez y mettre 2h30 pour arriver à Yingui. Cette route-là, depuis pratiquement 15 ans, 20 ans, on parle... Elle est en cours de construction. Elle est en cours de construction. Depuis combien d'années? Elle est en cours de construction. Revenons au sujet, c'est pas le sujet. Oui, c'est le sujet. C'est le sujet. Revenons au CBF. Elle est en cours de construction. C'est important, c'est important. Le désenclavement, c'est des routes. Le grand frère, comme tout à l'heure, a dit, chaque fois qu'un Premier ministre se déplace avec 15 ministres... Non, ce n'est pas un événement, parce qu'en réalité, depuis 10 ans, c'est pratiquement la même chose. C'est important. Je n'ai pas dit c'est un événement, c'est important. C'est important, mais qu'est-ce pour un citoyen responsable, même aller contribuer, c'est important, monsieur. Puisque là-bas, on est libre de contribuer. Et c'est tout le monde qui contribue? Oui, il y a des ateliers. Il y a des ateliers. Vous ne connaissez même pas le format d'un business. Comment faire partie des... Vous ne connaissez pas le format d'un business. Mais si ça vous intéresse, prenez des dispositions, même un an avant. Dans tous les cas, on ne va pas vous fermer la porte, vous êtes Camerounais. Alors si vous n'allez pas contribuer, vous ne connaissez pas le format. Et cette année, il y a eu un nouveau format, monsieur. Tout à fait. On a travaillé en atelier. Barthélemy Kopchete. Alors, il en est ressorti qu'au sein des ateliers. On reviendra, s'il vous plaît, on reviendra sur la feuille de route. On reviendra bien sûr. On va conclure cette partie avec la feuille de route et des recommandations. Vous ne saurez jamais ce qu'on a dit. Qui ont été prises cette année. Yopol? Moi, j'ai appris là-bas qu'on importe la friperie pour 150 milliards. Attends, Barthélemy, vous en parlerez tout à l'heure. Barthélemy, comme vous la prenez? Donc, le ministre du Commerce a pris sur lui de dire publiquement tous les postes d'importation. Mais ce n'est pas ça. Vous ne posez pas les causes des Monsieur, Monsieur Kopchete, vous n'avez pas la parole. Moi, je ne suis pas journaliste. Vous terminez. Vous avez les informations que vous publiez. Mais avec le gouvernement en face, c'est un... Monsieur Kom, s'il vous plaît. C'est le dialogue. S'il vous plaît, c'est pas vous. Avant que chez monsieur... Non, monsieur le maire, c'est pas vous. Monsieur Wafo, il faut préciser sur ce plateau. Monsieur Wafo. Monsieur Wafo, c'est pas nécessaire. Monsieur Wafo, c'est pas nécessaire. Donc, si c'est nécessaire, il est du Je suis un expert, monsieur Kom. Je suis ici. Monsieur Kom, vous n'êtes pas forcé de répondre, s'il vous plaît. Monsieur Wafo, je suis ici à titre d'expert. Monsieur Wafo, c'est pas l'objet du débat. Mais ce que je dis là, je ne le dis pas contre un parti politique. Monsieur Kom. Vous avez dit que j'ai des problèmes avec les maires. Respectez. Donc vous allez aussi dire que comme je défends le délégué, je n'ai pas de problème avec le délégué. Monsieur Kom. La communauté urbaine, c'est... Monsieur Kom, un peu de calme. Vous revenez dessus. Un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme. Monsieur Wafo, s'il vous plaît. Respectons ceux qui nous regardent à la maison. Pas d'invectif sur ce plateau. Nous sommes là pour une émission de débat. Débattons sur les sujets qui nous réunissent ici. Je vous en prie. Les sons des sujets de périphérie qui perdent nos téléspectateurs. Monsieur Chedjou, vous aviez la parole. Oui, donc je me résume. J'étais en train de dire au sénateur qu'en réalité, lorsqu'on a cette analyse objective, ce n'est pas tant parce qu'on veut du mal au pays, mais c'est parce que c'est parce que à l'observation, on se rend compte que depuis 10 ans, on dit les mêmes choses et on n'avance pas. Il faut poser des vrais problèmes. Il faut résoudre les vrais problèmes. Les problèmes sont des problèmes quotidiens. Depuis 2 jours, par exemple, il n'y a pas de lumière dans tel quartier à Douala. La question de la crise énergétique, c'est un réel problème aujourd'hui pour les entreprises. La question a d'ailleurs été soulevée. Vous parlez du capital minimum pour l'ouverture d'une entreprise, mais c'est la moindre des choses. Encore que quand on parle du capital, ce n'est jamais de l'argent que tu as ramassé comme ça pour aller ouvrir une entreprise. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on est quitté de 1 million à 100 000, qu'on n'a rien baissé. C'est grave ce qu'il dit là. En fait, vous allez réagir tout à l'heure. En fait, je veux dire, c'est des détails. C'est des détails. Parce que même après avoir ouvert cette entreprise-là, ça met combien de temps? Quelle est même l'activité d'abord? Quelle est l'activité? Et vous avez bien dit le taux de morbidité. Quelle est l'activité? Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on devrait plutôt s'accrocher là. Quand vous voyez une entreprise aujourd'hui, vous vous battez, vous mettez sur pied une structure, 2 ans, 3 ans après, vous refermez, vous rentrez, restez à la maison. Oui. Ça n'encourage pas. Et ça n'encourage pas pourquoi? Parce que le gars qui va emprunter 1 million, 2 millions de francs, met sur un cybercafé. Il lance le cybercafé. Il fait 1 semaine à la cité Sikamsa en lumière. Vous croyez qu'il fait comment? Cette pauvre dame qui va emprunter de l'argent pour ouvrir une poissonnerie en Conjo,
il fait deux mois sans lumière là-bas, il fait comment? C'est ça qui fait partie de l'activité économique. Mais quand j'ai sur le plateau des vénérables monsieur qui vient me dire que tout est bien, vraiment il n'y a pas de problème, tant mieux. Mais je dis, j'ai souvent l'habitude de dire, ce sont les mêmes gens, lorsqu'on parlait de la canne, qui sur ce plateau disaient comment tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, on a vu comment on est parti de glissement et peut-être on ira encore de glissement. C'est ce que j'avais dit. Paul Chedjou, je vous relance, je vous demande de garder la parole sur la question justement de la création des entreprises au Cameroun, les formalités qui ont été un tout petit peu allégées. Et le climat des affaires aussi, on en a grandement parlé, même si vous disiez tout à l'heure, le Cameroun a perdu 3 places au classement du Doing Business. Est-ce que, de votre point de vue, en 10 années, il n'y a pas eu d'évolution du tout dans ce secteur-là, sur le climat des affaires d'abord, et ensuite sur la création des entreprises dont les procédures ont été tout petit peu allégées? Michael, moi je vais être froid. On n'a pas évolué. On n'a pas évolué. Soyons honnêtes dans ce qu'on dit. Est-ce que le problème de la crise énergétique persiste dans notre pays? Regardez le paradigme fiscal tel qu'il a utilisé tout à l'heure. Regardez le discours d'investiture de l'actuel président du GICAM, il y a cela 2 ans, 3 ans. Il reparlait toujours de cette question de la fiscalité. Il parlait de la fiscalité et développement. 2 ans, 3 ans après, on en est à parler de la même chose. On parle de la même chose. Regardez la question de la corruption dans les entreprises, dans l'environnement politique camerounais. Est-ce que ça a évolué? Mais lorsque vous me demandez si l'activité économique... Mais regardez, les entreprises ferment les portes les unes les autres dans le nord-ouest et le sud-ouest. La CDC, qui était le 2e plus grand employeur après l'État, c'est terminé là. J'ai lu quelque part, les gars avaient besoin de 29 milliards pour relancer. C'est terminé. Pas dû à la crise du nord-ouest et sud-ouest. C'est dur à quoi? La CDC a un déficit depuis des années. Depuis des décennies. Mais c'est extraordinaire quand même. Mais oui. C'est extraordinaire. Mais oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a voulu privatiser. La CDC, non. La CDC, c'est un ensemble. C'est terrible. Sauf que les difficultés actuelles... Permettez. Le DG de la CDC, qui est un éminent membre du GICAM, lorsque vous écoutez son discours, je n'ai peut-être pas le chiffre dans ma tête, mais aujourd'hui, sur 10 unités de production, 9 ont pratiquement fermé. 9 ont pratiquement fermé. Du fait de l'insécurité. Parce que ceux qui vont travailler là-bas le lendemain, voient leurs doigts tranchés, voient les oreilles coupées. Aujourd'hui, les bananes pourrissent dans les champs. Personne ne peut aller les voir. Et vous dites que ça... Monsieur Chedjou, les difficultés, justement, je voulais... Attendez, j'en viens. Téléspectateurs, Samuel Maud. Les difficultés actuelles de la CDC, justement, viennent de plus en plus de cette question de la crise de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, le président du GICAM l'a grandement évoqué dans son discours où il présentait le thème général de ce Cameroun Business Summit, revenu grandement sur cette question sécuritaire là, dans certaines régions du Cameroun qui plombent un tout petit peu l'économie. Donc on ne peut pas dire que la CDC aujourd'hui en difficulté, je n'ai pas dit ça, de même que la Sodecoton est en difficulté. Parce que structurellement, et compte tenu des marchés qui sont les leurs, ils peuvent avoir des difficultés. Je ne suis pas là pour nier des difficultés. Quand M. Chedjou me prend sur son caractère, sa qualité d'intellectuel, oui, tout intellectuel a le droit de critiquer, mais le fait de critiquer ne fait pas nécessairement de voir un intellectuel. Non. Attendez. Vous m'avez mal suivi. J'ai dit que c'est l'intellectuel qui prenait... Attendez, sauf qu'on on est dans un débat où il y a plusieurs intervenants. Il y a un certain nombre de choses qui ont été, ça ou là, disséminées. L'histoire du cycle, le taux de morbidité, l'Afrique du Péri, la notion de capital. Nous avons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons un certain nombre de forces, mais il n'en reste pas moins que nous avons également un certain nombre d'handicaps. Et ces handicaps-là également peuvent peser. Notamment, lorsqu'on me dit ça ne sert à rien de baisser le taux du capital parce que le taux de mortalité est très fort, tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est de simplifier les formalités de telle manière à ce qu'une personne qui a une idée lumineuse pour pouvoir faire une affaire, puisse la faire sans être entravée par les formalités administratives. Maintenant, le taux de morbidité derrière, l'État ne sera pas du tout comptable. Parce que vous pouvez passer en faisant du mimétisme, en disant que comme on a ouvert un cybercafé à côté, moi également je vais ouvrir le mien et donc nécessairement je vais devenir riche. L'autre chose également que Jean-Robert Wafo, que j'ai été très heureux de revoir parce que ça fait un moment que je ne le voyais pas, sauf qu'il est égal à lui-même, il me parle de problèmes de sucre.
Généralement, quand vous parlez des problèmes de sucre aujourd'hui, ce qui était communément répandu ici, c'est ce que les gens vous disent. Vous savez, les productions occidentales sont subventionnées peut-être. Mais le handicap qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une masse critique démographique qui nous permet d'avoir des grosses industries. Nous sommes attendez. Répondez à cette question. Nous sommes aux alentours de 22 millions. Ça n'a fait pas une masse critique importante pour pouvoir avoir. Et vous allez voir, regardez à côté. À quelques kilomètres de chez nous, il y a un pays qui est en train de se développer à pas de géant, qui est le Nigeria. C'est parce qu'ils ont une capacité, ils ont une masse démographique importante. Quand vous parlez de problèmes de sucre, ce n'est pas forcément des problèmes de subvention. Le sucre qui nous vient de l'extérieur, il coûte moins cher ici, au Cameroun, par rapport au sucre de ce sucre. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce que nécessairement il a été subventionné. Nous avons en économie ce que nous appelons le dumping. C'est-à-dire que lorsque vous avez une société dynamique comme celle du Nigeria, par exemple, qui a une démographie importante, il peut dire, j'ai fait la richesse de ma production sur le plan national, et tout ce que je peux vendre de l'extérieur, je peux le décoter en termes de prix, je serai toujours gagnant. Et donc, vous avez la différence de ces entreprises, alors que vous avez une entreprise minuscule comme, dont la capacité de production ne peut pas être importante parce que sur le plan, le marché national ne permet pas de rentabiliser. Ça, c'est ce que j'appelle des handicaps. Notre génie en tant que Camerounais, ce serait effectivement de dire, on essaie de faire l'inventaire de cet ensemble de handicaps-là que je ne nie absolument pas du tout, de telle manière à pouvoir les transformer en force. Et notamment, mais, sauf que au Cameroun, j'ai comme l'impression que chaque fois qu'on n'a pas réussi à faire une affaire, on dit c'est l'histoire de l'autre. Et très souvent, ce sera l'histoire du gouvernement camerounais. Non, le gouvernement camerounais, c'est tout ce qu'il peut faire. C'est de dire, effectivement, lorsque les gens disent qu'on n'a pas besoin d'électricité pour pouvoir tourner les tubères, qu'on essaie de stabiliser l'énergie. C'est de dire, effectivement, lorsqu'on dit qu'on n'arrive pas à créer une entreprise parce qu'il y a plusieurs formalités à faire, là où des gens dans d'autres aussi ont créé une entreprise en 24 heures, chez nous, on met un mois. La seule chose que le gouvernement peut faire, c'est de dire effectivement, il faut simplifier les structures. Et c'est ça, effectivement, qu'on essaye de faire. Et sinon, autrement dit, y compris les problèmes de friperie dont ils ont parlé tout à l'heure, effectivement, c'est lié effectivement à notre masse démographique qui fait que une société comme la SICAM, elle n'a pas pu être rentabilisée parce que à 20 millions d'habitants, on n'a pas suffisamment de marché dans ce cadre-là. Effectivement, il y a d'autres problèmes endogènes qui peuvent être liés du fait que une société comme celle-là n'a pas pu trouver, n'a pas pu se développer avec tout son potentiel économique qu'on lui prêtait au départ. Mais ces handicaps-là doivent être pris en compte. Ce que nous avons, et c'est pour cette raison-là également, vous avez vu l'histoire de casser les barrières entre les pays africains du Sud. Fait en sorte qu'effectivement, à un moment donné, on pourra avoir un niveau de développement appréciable. Mais l'idée de se rencontrer souvent et de dire, de tout au moins de donner des indicateurs de croissance dans lesquels les hommes d'affaires peuvent investir ou le gouvernement peut les accompagner, c'est une idée excellente. Et dans ce cadre-là, lorsqu'on sort d'un forum comme celui où on a établi un certain nombre de recommandations, ils seront de voir si on les a suivies. Mais ne vous attendez pas systématiquement à une augmentation, soit du taux de croissance, soit à une amélioration. Bien entendu, mais c'est ce que j'insiste là-dessus. La plupart des classements qui sont faits à l'international sont faits, et ce n'est pas pour vous insulter, M. Chedjou, sont faits sur les perceptions. Et c'est pour cette raison, vous avez vu, vous avez parlé tout à l'heure des histoires de Cannes. Chaque fois que les dirigeants de la CAF ont voulu se prononcer sur la situation du Cameroun, sa capacité à organiser, ils ont dit, c'est eux-mêmes qui le disent. Et nous devons apprendre également, ça fait partie. Ça fait partie. C'était des perceptions réelles ou pas? Ça fait également partie des choses que nous devons. À ma question. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie des choses que nous devons apprendre à faire. Autant un commercial qui travaille à l'intérieur d'une entreprise privée doit savoir vendre son produit. Nous devons savoir également vendre notre destination qui est le Cameroun. Et cette histoire d'avoir ce discours négatif absolu, je ne nie pas en ce qui me concerne qu'il y a des difficultés ici ou là, mais ce n'est pas nous rendre service que de penser négativement à chaque fois de son pays. Pour sortir justement sur les différentes résolutions qui ont été prises, Barthélémy, comme on a parlé de la question de la fiscalité, grandement sur ce plateau, changement de paradigme fiscal qui s'impose, une fiscalité qui garantisse les recettes de l'État sans tuer les entreprises. Voilà par exemple l'une des résolutions, l'import et l'export également, il faut réguler les importations et promouvoir les exportations. On a du mal à exporter nos produits à cause de nombreuses entraves, on l'a également dit ici. C'est une résolution qui est revenue, une recommandation qui est revenue, alors que lors des dernières éditions du CBF,
on les avait déjà eus, mais on espère, justement, comme le disait le Premier ministre, et lui qui l'a justement précisé lors de ce CBF, que cette fois-ci, c'était pour que les résolutions soient absolument actées et qu'on aille, pourquoi pas, à l'exécution de 200 recommandations prises au lieu de 150 actuellement. Oui, j'avoue, et je suis d'accord que les recommandations se mettent très lentement en place, même timidement. Mais je crois que moi qui ai assisté à ce forum, il y a quand même eu une avancée que j'ai appréciée. C'est déjà le guichet unique du cadastre, des opérations du cadastre. Le premier guichet unique des opérations du cadastre est expérimental à Douala. Donc c'est une opération pilote qui doit se dérouler à Yaoundé et autres. Donc voilà une revendication qui est venue de la part des opérateurs économiques et qui peut permettre aux opérateurs qui investissent d'avoir au moins la sécurité foncière. Maintenant, le gouvernement doit mettre en place l'imagination nécessaire pour réduire le déficit de la balance commerciale. Alors, si ce même gouvernement va dans le sens des tracasseries où les gens ne sont pas sanctionnés, les opérateurs économiques vont continuer à se plaindre. Et je crois que, je l'ai dit d'emblée, le président du JICAM n'est pas passé par 4 chemins pour dire l'assentiment de toute la classe et des opérateurs économiques. Donc, je crois qu'il s'agit d'un dialogue du secteur public et du secteur privé. Si le gouvernement, jusqu'ici, a avancé de manière très lente, je crois que le gouvernement doit accélérer maintenant le rythme de résolution, l'exécution du rythme des résolutions, sans attendre quand le président leur demande, comme le président a demandé, d'accélérer la décentralisation. Il faut accélérer. Je voudrais juste préciser par rapport à ces 200. C'est même pas par rapport à ces 200. Non, ça va pas nous une seconde. Par rapport à ces 200, que lui souhaite qu'on puisse faire les 200, c'est-à-dire les 100%, les recommandations comment vous appelez ça, du CBF, ce sont que des recommandations. Hein. C'est-à-dire qu'il faut également qu'ils puissent être transformés en système opérationnel. Également, là également, le gouvernement ne va pas les suivre à la lettre. Ce ne sont que des conseils. C'est ça qu'il voulait qu'on... Mais faire 75% de ce qui a été demandé par un certain nombre de partenaires, je pense quand même que c'est un taux fort appréciable. Mais votre intervention, je peux dire le gouvernement n'a pas rejeté. Je vous dis tout simplement, quand on fait 200 recommandations, ces 200 recommandations n'ont pas vocation à être mises toutes ensemble. Il faut d'abord demander cela. Ce ne sont que des recommandations. Justement, il y a des boulot de Mais c'est bien ce qu'on est en train de vous dire. Voilà. Il y a des recommandations qu'on peut estimer qu'on ne les mettra pas en œuvre parce que ça met en cause la prise de parole sur le sujet. Mais j'espère que j'aurai quand même le même temps de parole. Vraiment, en quelques minutes, on n'a pas assez de temps. Bon, ben, je vais dire une chose. Monsieur Motte est revenu sur le problème du sucre. Monsieur Motte, les Camerounais nous regardent. Combien coûte le paquet de sucre? Est-ce que vous pouvez répondre? Mais quelle est cette question? Mais c'est une question simple. Quelle est cette question? C'est une question simple. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Répondez à cette question, c'est pour vous dire que vous êtes déconnecté. Vous êtes déconnecté. Je parle des problèmes macro des Camerounais. Il y a 10 ans, le paquet de sucre coûtait 500 francs. Oui, alors. Donc aujourd'hui, c'est 750 francs. Quelle conclusion vous voulez en tirer par rapport à cette évolution-là? Je vous en prie. Quand vous me demandez le prix, je vous explique des problèmes macroéconomiques. Il faut que je dans là. Allez-y. Parlez des théories macroéconomiques. Tant que le Cameroun ne retente pas ça dans son panier, vous n'aurez rien fait. Pour le peuple. Je dis, vous n'aurez rien fait. Rien, absolument rien fait. Le paquet de sucre de 50 kilos est passé de 22 000 francs CFA. Vous avez l'avantage de cumuler le marché. Il y a 35 000 francs. Vous avez l'avantage de cumuler le marché. Mon rôle à moi, c'est pas de cumuler le marché. Je vous parle de problèmes de manière générale. Monsieur non, mais écoutez, monsieur, comme vous avez bien fait l'histoire de parler en termes de fiscalité, de parler du cadastre fiscal. Mais malheureusement, le cadastre fiscal aujourd'hui est devenu le cadavre fiscal. Je ne parle pas du cadastre. Je dis le cadastre. Je dis guichet unique pour faciliter les opérations du cadastre. C'est différent du cadastre fiscal. C'est pas ce que je dis. C'est pour les gens qui veulent les permis de bâtir. Vous ne m'avez pas écouté. Voilà. Donc, allez-y rapidement, Jean-Robert. Parce qu'effectivement, il faut que l'État ait des moyens pour subvenir à certains investissements.
C'est pour ça que je parle du cadastre fiscal. Oui, il faut qu'il y ait. Mais je n'ai pas parlé, moi, du cadastre fiscal. Écoutez, parce que vous m'avez attribué ça. Je vous embraye. Voilà. Il dit que j'embraye ce que vous avez dit. Oui. Il faut effectivement qu'il y ait un cadastre fiscal. Mais pourquoi où en est-on au Cameroun avec le cadastre fiscal? Le cadastre fiscal est devenu le cadavre fiscal. Parce que regardez tout ce qui pousse là dehors. Pourquoi on ne procède pas un comptage physique, n'est-ce pas, de ces biens immobiliers dehors, comme on l'a fait avec les salaires fictifs? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils sont concernés au premier chef. Et puis je veux dire, en matière d'investissement, prenons les grands chantiers au Cameroun. Pourquoi c'est toujours les fonctionnaires camerounais qui sont en train de vouloir s'immiscer dans les grands projets? Pourquoi le Cameroun ne passe pas immédiatement un système de BOT, Build Operate en transfert? C'est le PPP, non? Le partenariat public. C'est toujours le PPP. Mais écoutez, monsieur Plom, le BOT, laissez-moi parler, c'est incroyable. C'est incroyable, monsieur Plom. Le PPT, c'est l'ensemble et le BOT, c'est un contenu de cet ensemble. Mais bien sûr, oui, parce que l'ensemble englobe le. Oui, non. On est dans une logique de partenariat public-privé. Maintenant, là, on peut adopter le BOT, comme il y en a d'autres. Ne parlez pas de ce que vous ne faites pas comme si vous étiez en train de vous ne maîtrisez pas. Vous dites que c'est un contenu de l'ensemble qui est PPP. Monsieur Combe, laissez-moi dire que le PPP est plus abreuvé que le BOT. Le partenariat secteur public, secteur privé, c'est l'ensemble. Maintenant, là-dedans, tu as des modalités, tu as des déclinaisons, comme le BOT dont tu es en train de parler. C'est un choix, c'est une orientation, ce n'est pas une panacée. C'est un choix, c'est pas ça le débat. Moi, je répondais à M. Combe qui voulait... Laissez donc Jean-Robert. Michael Chico, vous êtes un excellent modérateur. Mais malheureusement, vous avez affaire sur ce plateau aux gens qui ne laissent pas d'autres parler. Allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Je dis, quand je parle du BOT, du but opéré en transfert, plutôt que d'aller contracter des dettes à des taux usuriers, comme on est en train de faire là, depuis un certain nombre d'années, parce que quand vous regardez la dette que nous payons chaque année, c'est pas 230 milliards de francs CFA, le Cameroun aurait pu un partenaire privé. Un partenaire privé peut-être étranger devenir par exemple construire le barrage. Le partenaire public ne dépense rien. Il construit, Comment il exploite. Au bout d'un certain nombre d'années, il transfère à l'État du Cameroun. Et cet argent qu'on aurait dû injecter, n'est-ce pas, dans cet ouvrage, peut nous permettre d'investir dans les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, ainsi du soutien aux entreprises. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que chaque fois qu'on contracte une dette, il y a des retours-commissions. C'est une proposition que vous faites à l'entreprise. Mais bien sûr, il le faut. Parce que regardez par exemple le barrage de Mékine. J'aime être pragmatique. Quand je viens sur un plateau de télévision, ce n'est pas pour faire dans la théorie. Le barrage de Mékine, c'est 15 MW. La norme internationale voudrait que 1 MW coûte 1 million de dollars. Mettons même à 2 millions de dollars. Donc ça fait 1 milliard de francs CFA. Le problème, c'est que chaque fois que les chiffres viennent de voir... S'il vous plaît. Chaque fois que vous exagérez, monsieur. Vous n'ouvrez pas les yeux de cette façon. Vous exagérez, monsieur. C'est technique de communication qui consiste à sortir sur le sujet. Je veux dire ceci. Je parle des choses sérieuses. Je dis, Mékine, on est à plus de 100 milliards de francs CFA. Et Mékine n'est pas encore livré. Alors qu'un mégawatt, Mékine c'est 15 mégawatts, et c'est 1 milliard, donc c'est 1 million de dollars pour 1 mégawatt, mettons à 2 milliards de dollars avec les retours-commissions, ça doit faire autour de 1 milliard par mégawatt. 15 mégawatts, ça fait 15 milliards de francs CFA. Mais en Mékine, on est déjà à 100 milliards de francs CFA qu'on n'a pas encore livré. Je prends un exemple simple, quand on parle des investissements, monsieur. Mais écoutez, le Cameroun c'est une curiosité planétaire. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, qui a une économie semblable à la nôtre. Ils sont en train de faire le 5e pont. Sur quoi? Sur la lagune? Le 5e pont sur la lagune? Ne nous égarons. Permettez-moi de parler sur le 5e pont sur la lagune. Parce que là où la route passe, la circulation est fluide. C'est important pour l'économie d'un pays. C'est important pour l'économie. Pourquoi je parle d'exemple? Jean-Robert Michael Chico, permettez-moi de parler de ce sujet. Je conclue en 15 secondes. Non, monsieur Wafo.
On n'aura plus de temps. Je conclue. On n'aura plus de temps, on n'aura plus de temps, s'il vous plaît. Il nous reste deux sujets. Monsieur Maud, le temps de conclure. Monsieur Wafo, 17 milliards de francs CFA. Monsieur Wafo, est-ce que vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît? C'est moi qui donne la parole sur ce plateau. Calmez-vous, s'il vous plaît, on va passer au prochain. Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Respectez ceux qui nous regardent. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole. Je vous en prie. On va passer au prochain sujet. On prend la transition. On revient pour parler du sujet politique qui retient notre attention ce dimanche. Le sujet politique ce jour concerne bien sûr l'organisation des élections régionales au Cameroun. S'achemine-t-on vers la tenue de ce scrutin en 2019 dans notre pays? Deux projets de loi du gouvernement pour l'élection des conseils régionaux ont été déposés à l'Assemblée nationale cette semaine et l'on s'achemine donc visiblement vers la tenue de ces toutes premières élections régionales dans notre pays après 23 ans d'attente. Peut-on dire que c'est une bonne nouvelle pour la mise en place effective de la décentralisation dans notre pays? Barthélémy, comme je vous pose la question. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que l'échelon régional, c'était le deuxième échelon après les communes. Tout le monde a déploré, tous les Camerounais de bonne foi, même les gouvernants de bonne foi, savent que 23 ans de retard pour la mise en place du processus de la décentralisation, c'était trop. Et maintenant, le président de la République demande d'accélérer. Et même dans les discours du président de la République, il dit qu'on accélère parce que c'est une stratégie politique qui va non seulement permettre que les populations participent au développement de leur cadre de vie, l'amélioration de leurs conditions de vie, mais qui peut résoudre aussi, contribuer à résoudre les problèmes du nord-ouest, sud-ouest. Parce que les populations auront maintenant la proximité de leurs élus. Et la centralisation excessive qu'il y avait au niveau de Yaoundé va maintenant un peu se diluer. Mais, ceci étant dit, vous voyez que les deux projets de loi déposés à l'Assemblée augurent l'imminence de l'organisation des élections régionales. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le on reviendra dessus tout à l'heure, mais le temps de poser la question, vous qui avez longuement travaillé sur ces questions-là, sur la forme même de ces régions, que vous expliquiez à nos téléspectateurs, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, les conseils régionaux, c'est quoi, en quoi est-ce qu'ils sont si importants pour le processus de décentralisation? Alors, disons que la région est consacrée par la Constitution elle-même. Et le législateur de 2004, parlant des lois d'orientation de la décentralisation, avait pris le soin de définir le niveau de compétence de chaque collectivité. Le niveau de compétence de la commune est clairement défini et le niveau de compétence de la région aussi est clairement défini. Et d'après l'un des principes forts de la décentralisation, le principe de subsidiarité, ce qui doit être fait à la base doit revenir à l'échelon qui a la proximité. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer demain la région s'occuper par exemple de la construction des écoles primaires. Mais demain on verra la région s'occuper de la construction des routes départementales, des routes régionales. Ce que fait en ce moment le seul ministère des Travaux publics. Demain nous verrons les régions s'occuper de la construction des lycées, des collèges. Donc ce que aujourd'hui relève tout simplement de la compétence du ministère de l'enseignement supérieur. Donc il y a autant de compétences comme ça que les régions auront assumées. Et puis les régions auront un rôle fondamental, qui est le rôle du développement économique. Parce qu'une région est constituée de plusieurs départements. Donc il faut qu'ils veillent à l'harmonisation du développement économique de la région. Et en plus, l'outil fondamental pour arriver au développement, c'est le schéma régional d'aménagement du territoire. Donc moi je pense que la mise en place des régions est une très bonne chose pour le développement de notre pays. Jean-Robert Wafo, et cette nouvelle arrive dans un contexte où on assiste un contexte de contestation, je vais dire ça comme ça, du code électoral et même des institutions en charge de l'organisation des élections au Cameroun, de quoi ne pas beaucoup rassurer des partis politiques comme ceux de l'opposition, comme le vôtre par exemple. Mais je vais d'abord dire que l'imminente, que la création des conseils régionaux participe, n'est-ce pas, du parachèvement, si on peut dire ainsi, des institutions contenues dans la Convention de 1997 en ce qui concerne la décentralisation.
Alors que les conseils régionaux soient mis sur pied, ce n'est pas une surprise. Bon, bien, j'ai intervenu trop tard. Parce que M. Comte Barthélemy l'a dit, c'est 23 ans après, c'est non, parce que la maturité, là, la maturité au Cameroun, c'est 20 ans. Quoi que tu as dit, c'est quand même nécessaire. Bon, mais maintenant, avec la mise sur pied, n'est-ce pas, des conseils régionaux, si on s'en tient à la loi de 2004 fixant les règles applicables aux régions, les conseils régionaux ont compétence sur pratiquement tous les domaines de la vie de la nation, en dehors des domaines de souveraineté, que sont la diplomatie, la monnaie, la sécurité aux frontières, la sécurité nationale, ainsi que la justice constitutionnelle. Parce que les conseils régionaux ont compétence, n'est-ce pas, de par cette loi, sur le développement économique, comme il a dit, sur les travaux publics, sur les infrastructures, sur la santé, sur l'action sociale, ainsi que sur le développement des langues et des cultures nationales. Donc vous voyez très bien que c'est un très grand projet qui, si l'on s'en tient, n'est-ce pas, au dispositif actuel de la loi. Bon, ben maintenant, ces conseils régionaux qui seront mis, j'ai entendu le ministre Rémi Mayensadi parler de l'imminence, donc de la mise sur pied imminente des conseils régionaux. Est-ce que ça va se tenir, n'est-ce pas, avant les futures élections municipales et législatives? Moi je dis, pour ma part, la rationalité républicaine et l'honnêteté politique imposent que ce soit fait après les prochaines élections. Bon, mais nous sommes habitués, n'est-ce pas, à cette irrationalité politique, à cette tricherie politique qui voudrait que ce soit le conseiller municipal en fin de mandat qui, n'est-ce pas, élise, n'est-ce pas, les institutions comme le Sénat, comme effectivement, comme ce sera probablement avec les... Donc il faut rappeler à notre spectateur justement que le corps électoral est constitué des conseillers municipaux. Oui, puisque c'est imminent, parce que le secrétaire général de la mairie de Douala II, par exemple, m'a demandé d'envoyer dans l'urgence 4 photos, 4x4, ainsi que la photocopie de ma carte nationale d'identité. Ça veut dire que c'est imminent. C'est un peu ce qu'ils avaient fait au niveau des sénatoriales. Mais je dis, si ça se passe avant, je dis c'est une tricherie politique. Et bon, maintenant, les conseils régionaux, oui. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce contenu? Parce que voyez-vous, si on doit continuer comme ça se passe avec la décentralisation, ça ne vaut pas la peine. Je dis ça ne vaut pas la peine. Parce que voyez-vous, Michael Chipkio, j'ai dit je suis un homme politique pragmatique et réaliste. Quand vous prenez l'ensemble, il va falloir revoir la fiscalité locale. Il faut revoir la fiscalité locale. Vous le savez très bien, M. Mout. Parce que la loi actuelle portant fiscalité locale ne tient pas compte des régions. Soit il y aura une nouvelle loi portant fiscalité locale des régions, ou alors on va modifier et compléter la loi de 2009 portant fiscalité locale. Mais quand vous regardez la loi portant fiscalité locale aujourd'hui, M. Mout, quand vous prenez le taux de prélèvement obligatoire sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les impôts et les taxes qui sont collectés sur l'ensemble du territoire, l'État central à lui seul, ainsi que les organismes qui lui sont rattachés, concentrent 85,5% du taux de prélèvement obligatoire contre 6,5% à 14 communautés urbaines dirigées par des délégués nommés et élus, et uniquement 2,5% pour 360 communes dirigées par des maires élus. Ça veut dire quoi concrètement? Sur 1 million de francs CFA, Michael Chipkio, que l'État collecte en matière de taxes et d'impôts, l'État dans son ensemble. L'État central, à lui seul, concentre 855 000 francs CFA contre 65 000 francs à 14 communautés urbaines dirigées par les délégués nommés et uniquement 25 000 francs aux 360 communes. Ça veut dire, donc, il faut qu'en matière de tout le prélèvement obligatoire, que la nouvelle loi portant fiscalité locale corrige ce dysfonctionnement criard. D'accord, on l'a compris. Samuel Mout, réagissez au propos de... Le problème, c'est que quand on parle avec Jean-Robert Wafo, très souvent vous avez même deux fois à suivre la pensée, mais je suis plus ou moins habitué avec lui. Parce qu'il a commencé cet entretien, l'entretien d'aujourd'hui avec des accusations assez fortes, notamment sur les... J'ai déjà attendu ce volet-là de la décentralisation pour pouvoir en parler, sur l'accusation forte des accusations qu'il a portées envers l'État camerounais, le transformant, le taxant d'être un État pyromane. C'est quand même très... Qui a parlé d'État pyromane, monsieur? Merci, monsieur Wafo. C'est pas parlé d'État pyromane. C'est pas le fait d'ouvrir chaque fois les yeux. L'État, c'est vous, c'est moi. Oui, mais quand vous dites effectivement que le marché du Congo, le marché du Congo a été incendié parce que c'est un dégagement. J'ai dit sous réserve. Sous réserve. Des résultats. Il n'arrête pas moins que c'est une accusation. C'est pas une accusation, j'ai dit sous réserve des résultats de. Je veux me soumettre. J'ai dit sous réserve. Il n'arrête pas moins que c'est une accusation qu'un homme sensé ne peut pas se permettre sur un plateau de télévision.
Je vois également sur les régionales. Non, mais je suis sur les régionales, Michael. Je vois également qu'il occupe très bien le marché au point de connaître le prix du sucre. Je pense également que lorsque vous n'êtes pas tenu de réagir. Non, mais il y a un devoir de spécialisation qui fait qu'effectivement, c'est pas de mon rôle à moi d'aller acheter le sucre au marché. Il y a également des gens plus compétents à l'intérieur du foyer qui sont à mesure de le faire. Mais je voudrais également vous dire, parce qu'effectivement, il se prévaut d'être... mais il aimait, pas qu'il se prévaut, il ne veut pas rentrer dans son jeu, il aimait. Très souvent, lorsque vous avez entendu le maire de cette République parler de la décentralisation, vous voyez très bien qu'ils ont une orientation forte sur les ressources, notamment les ressources financières. Il s'agit des compétences que l'on transfère à une collectivité pour que les décisions puissent être prises à la base, de telle manière à pouvoir être à mesure de mieux connaître les besoins des populations et d'y apporter des solutions. Et effectivement, chaque fois que vous avez parlé de ça, il vous a ramené à l'argent. Chaque fois que vous avez parlé, d'où la guerre, notamment sur le marché central. Le marché central a cette vocation, au-delà même de la loi. Ce n'est pas les commerçants de Douala deuxième qui animent ce marché. De par sa position, vous avez des gens qui habitent à Douala 5e qui viennent y faire commerce. Vous avez des gens qui sont à Douala 1er qui viennent y faire commerce. Vous avez des gens qui sont un peu plus de santé, qui vont jusqu'à Bonabéry, qui viennent y faire commerce. Donc, lorsqu'on a dit effectivement qu'il y a une compétence quelque part qui doit être assurée par une personne, la compétence, à partir du moment où cette compétence a été réservée à une personne donnée, la seule chose qui nous appartient à nos citoyens, c'est de voir dans quelle mesure cette compétence est assurée avec le maximum de rationalité possible. Dans la loi d'orientation, vous allez voir, les gens ne le lisent peut-être pas. Vous allez voir par exemple qu'il est admis à un citoyen comme moi, lambda, d'avoir accès à l'ensemble des délibérations qui sont prises à l'intérieur de ce conseil. D'avoir accès au budget, de telle manière à pouvoir y apporter éventuellement des réserves. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce mécanisme-là que nous allons trouver la solution à un certain nombre de problèmes. Effectivement, personne n'est pour la centralisation de la décision à l'intérieur d'un État. Maintenant, là également, vous allez bien voir, on va au rythme des possibilités qui sont les nôtres. Parce qu'au-delà des compétences, quand vous parlez des compétences, les compétences, elles sont, et notamment les ressources, notamment les compétences pour les transférer tout azimut. Vous allez voir qu'on va être bloqué au problème de ressources. Mais également, quand on va dire qu'il y aura également, sera accompagné par un transfert de ressources. Les ressources ne sont pas nécessairement financières. Hein. Elles sont humaines, mais elles sont aussi morales. Parce que lorsque vous voyez que dans la plupart de nos communes aujourd'hui, parce que les populations n'ont pas reçu l'éducation nécessaire, les maires ont tendance à penser... Quoi les maires n'ont pas... Les populations n'ont pas reçu quoi? N'ont pas reçu l'éducation nécessaire et que les maires soient tentés par... C'est le Cameroun d'en haut. Et que les maires soient tentés par un repli au point de gérer la mairie comme étant un bien personnel. Lorsque vous lui avez demandé de donner une résolution, vous dit vous n'avez pas accès à la résolution alors que la loi de 2004 l'a prévu. Cette histoire-là fait également que, au-delà des compétences même qui doivent être gérées aux gestionnaires, même les populations doivent être informées des rôles qui est le leur. Dans le cadre du déploiement de cette activité-là, des conseils régionaux qui seront créés. Et dans ce cadre-là, c'est un processus qui peut parler du temps, parce que les difficultés que nous avons à gérer aujourd'hui, les budgets sur le plan national, vous allez voir que lorsqu'on va décentraliser, ces points-là vont être multipliés par 10. Les points de pervier, ce n'est pas des épiphénomènes. C'est-à-dire que lorsqu'on va mettre les budgets à l'intérieur d'une région, il faudra qu'on soit sûr que ce budget a été utilisé avec le maximum d'efficience possible. Et dans ce cadre-là, il faudrait... Pardon? On mettra ce qu'on mettra dans le cadre de l'engagement qui est pris conformément à la loi. C'est bon. Par ailleurs également, Wafo, quand vous lui mettez les chiffres dans la bouche, il est capable de les multiplier par 10. Et dans ce cadre-là, ce serait bien qu'il n'ait pas cette occasion-là de dire à la fois sur un plateau de Léopold Senghor a la parole à présent. Merci. Au sujet justement de cette élection, je reviens sur les élections. On est même Jean-Marc Bikoko, que vous connaissez très bien, dans une tribune publiée il y a quelques jours, faisait état de ce que les résultats de ces élections régionales étaient déjà connus. Un peu pour embrayer à ce que disait Jean-Robert Wafo tout à l'heure, et Barthélemy Comtuante reviendra sur la question tout à l'heure, et Jean-Robert Wafo parlait de banditisme politique tout à l'heure pour employer son propre terme.
Sur cette question des élections régionales, je pense que une fois de plus, j'ai comme l'impression qu'on attache les deux. Vous ne pouvez pas, dans l'environnement actuel, dans le contexte actuel, parler d'élections dans des régions comme le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'en réalité, comme l'a dit M. Combe tout à l'heure, le président de la République a dit qu'il faut accélérer la décentralisation pour régler un certain nombre de problèmes relevés par les populations à la base. Vous avez dans le nord-ouest et le sud-ouest des localités qui sont entièrement vidées de leur population. Des localités dans lesquelles on ne vit pratiquement pas. Parce qu'ils étaient demandeurs de la décentralisation, ces populations-là. Vous pouvez continuer? Très bien, merci. Donc, je dis, vous voulez résoudre un problème. Malheureusement, commencez d'abord par le faire à la base. C'est pour ça que je dis, je vais parler de façon objective. Parce que l'idée, c'est pas... Eux, ils parlent comme des politiciens. Il faut organiser les élections, il faut aller aux élections, il faut montrer que le Cameroun avance sur le plan démocratique. Il faut organiser tout cela. Mais la réalité est là. Vous allez organiser les élections où? Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Qui va représenter ces populations du nord-ouest et du sud-ouest? Et là, on va se retrouver dans un cycle infernal de contestation. Parce que ceux que vous allez mettre aujourd'hui comme des responsables régionaux, c'est clair que dans 2 ans, 3 ans, lorsque la situation sera stabilisée là-bas, ils seront contestés. Ils seront contestés. J'ai un ami en passant qui me disait hier qu'aujourd'hui, il est plus facile d'être député ou bien maire dans ce pays. Prends ton courage, tu vas dans un petit arrondissement du nord-ouest et du sud-ouest, tu t'entends avec les sécessionnistes qui sont là-bas et la prochaine élection, tu vas le gagner, même avec 2 personnes qui vont t'élire. Donc, il faudrait, sur cette question, il était urgent et important qu'on essaye d'abord de stabiliser la situation dans cette région-là. Ça, c'est ce que je vais dire. Donc, pour moi, d'abord, vraiment, les élections régionales, c'est un événement par rapport à ça. La deuxième chose que je vais dire, on parle ici de la décentralisation, c'est-à-dire transfert des compétences. Est-ce que déjà, on a quand même fait le bilan de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent en matière de transfert des compétences? Je ne pense pas. La dernière actualité, je crois qu'on a remis 100 millions de francs. Le bilan là, monsieur. Je crois qu'on a remis 100 millions de francs à toutes les communes. Le bilan là, monsieur Chenjou. L'actualité. Le bilan. On a remis 100 millions. On a remis 100 millions. Voilà, ils appellent ça dotation. La dotation générale de la décentralisation. 100 millions par commune, c'est de 49 milliards de francs. Quelle conclusion vous en tirez? Sauf que là, en réalité, sauf que ça ne la représente plupart des maires que tu rencontres vous disent que les 100 millions ne représentent pratiquement rien. Ça ne représente rien. Je suis d'accord. Donc, aujourd'hui, si déjà on n'arrive pas à transférer aussi bien les compétences que les ressources aux communes, et on commence encore à parler des régionales, tout cela, moi je pense qu'il faudrait aller à la base et régler tout ce qu'il y a comme problème avant d'avancer là-dessus. Moi, c'est... Donc, maintenant, pour revenir à votre question, là, je dois répondre, ça c'est clair. Rapidement. Évidemment, sur les résultats connus d'avance, il va de soi que l'architecture électorale aujourd'hui ne laisse pas d'autres alternatives que la victoire du RDPC. De cette, et Barthélémy Komtchente, vous semblez péremptoire sur la question. Hein. Les élections régionales se tiendront avant les législatives et municipales. Je crois avoir lu quelque chose comme ça dans un journal au cours de cette semaine. Moi j'essaie de lire le plan d'action des gouvernants. Mais quand les gouvernants sont engagés dans cette direction et que je sens que ça doit se passer comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et réellement, c'est ça. Mais le problème, c'est de savoir quel est l'enjeu de ces élections régionales avant les municipales. Puisque les résultats sont connus d'avance. Les conseillers régionaux sont élus par un collège au scrutin majorité et proportionnelle. Majorité proportionnelle. C'est dans le cadre d'un suffrage indirect, où c'est les conseillers municipaux qui sont électeurs. On dit la même chose. Notamment en ce qui concerne les délégués départementaux. Oui. Donc ça veut dire quoi? Le RDPC a la majorité, la large majorité dans toutes les régions. Une majorité obèse, il faut préciser. Obèse même. Ça veut dire que comment voulez-vous que les conseillers RDPC aillent demain sanctionner les candidats que leur parti aura investis? Donc je ne serais pas surpris que... On assiste là donc à ce qui s'est passé en 2014 avec l'élection des sénateurs. Oui, et en plus vous allez me permettre de... Allez-y un peu rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, oui. Notre sujet. Monsieur Jean-Robert Wafo... Toujours. Revenez.
a dit tout à l'heure, je tiens à lui dire que je ne suis pas sur ce plateau en tant que responsable du RDPC. Non, attendez, j'ai quelque chose. Non, allez-y. Mais à la réponse. je suis là comme expert. Je me sens très bien dans cette peau-là. Et c'est pour ça que je vais dire à M. Jean-Robert Vous Wafo appartenez à quel parti politique? qu'il a fait une déclaration très grave. Concernant? Quand M. Wafo dit que la loi portant fiscalité locale n'a pas de trace sur les recettes des régions, je dis c'est très grave. Dites-moi un peu. Le titre 7 de cette loi parle uniquement des impôts et taxes des régions. Allez-y. Les produits des impôts ci-après sont en totalité ou en partie affectés aux régions. Allez-y. Il s'agit des droits de timbre sur les cartes grises, du droit de timbre d'aéroport, de la taxe à l'essieu, des redevances sur les ressources de la forêt, de la faune et de la pêche, Oui. des redevances sur les ressources en eau, Oui. des redevances sur les ressources pétrolières, de la taxe ou redevance sur les ressources minières, de la redevance sur les ressources halieutiques et de l'élevage, des taxes ou redevances sur les ressources énergétiques. Il y en a comme ça. Il faut payer des taxes. Mais quand vous dites que la loi, vous avez dit la loi sur la fiscalité locale n'a rien prévu pour les régions. Monsieur. Et je dis c'est très grave. Monsieur. C'est très grave. Monsieur Com. C'est très grave. Monsieur Com. On a la loi sur la fiscalité locale, tout est prévu. Monsieur Com, est-ce que je peux parler? Et puis je vais dire aussi que, laissez-moi, vous allez parler, vous avez votre temps de parole. Et puis pour autant je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de transfert de compétences sans transfert de ressources, y compris les ressources financières. Ça, je n'étais pas d'accord que l'honorable... J'insiste beaucoup sur les ressources financières. Oui. Non, mais c'est Robert parce que le transfert des ressources est un corollaire du transfert des compétences. Ça va de soi. Mais je dis que la compétence est le plus importante que les ressources. La ressource accompagne la compétence. Alors maintenant, je ne sais pas sur ce plateau, je ne sais pas si vous avez prévu qu'on parle de la répartition des conseillers régionaux. Absolument, on devrait en reparler. Parce que ça, c'est très important. Ce sera la dernière prise de parole sur la question, sur la répartition de ces conseillers donc, je me réserve donc justement, sur la répartition de ces conseillers régionaux. Donc vous allez prendre la parole dessus et Jean-Robert Wafo prendra la parole justement pour conclure tout à l'heure et ce sera en quelques secondes seulement. Sur la répartition, on parle de plus de 900 conseillers régionaux au Cameroun, 90 par région. Et sur la question de la répartition, justement, on parle d'une sorte d'équilibre qu'il faut faire pour toutes les régions du Cameroun. C'est cette partie qui semble ne pas... Oui, mais dans le projet de loi que j'ai analysé d'un bout à l'autre, on parle de l'égalité. L'égalité plutôt. Même pas de l'équilibre. Quand on parle de l'égalité, je m'oppose d'emblée. Je m'oppose d'emblée parce que pour moi, cette approche-là est une supercherie du gouvernement. Non, pas du tout. Parce que, voyez-vous, la région du centre, qui est la plus peuplée, à 3 500 000 habitants. Théoriquement, la plus peuplée. Oui, ça, je m'en tiens au recensement. Oui, ok, d'accord. Avec un poids démographique national de 18,2%. La région du Sud, qui est la moins peuplée, à 692 000 habitants, avait un poids démographique de 3,6%. Comment pouvez-vous imaginer que la région du Centre ait 90 conseillers régionaux et la région du Sud 90. Et puis, je vais vous dire une chose. Quand on ne devrait même pas parler de l'égalité, mais de l'équité. Parce que quand on parle de l'égalité en démocratie... attendez que je parle. Quand on parle de l'égalité en démocratie et dans les droits humains, c'est l'égalité devant les suffrages. Et je vais vous dire pourquoi ce projet de loi... En quoi est-ce une supercherie? Non, mais une supercherie parce que les responsables chargés de l'élaboration de ce projet de loi, j'ai compris quand j'ai analysé, ils ont pris la région comme hypothèse, la région la plus peuplée, qui est la région du Centre. Et dans le projet de loi, on dit bien qu'il faut veiller à ce que chaque commune soit représentée au conseil régional. Là, je suis tout à fait d'accord. Sauf que, dans cette hypothèse, on se rend compte que la région du Centre a exactement
70, la région du centre a exactement 70 communes. Donc, ils ont mis ça comme plafond. Et les gens qui ont élaboré ce projet de loi, 70 pour les délégués départementaux. Maintenant, si on va au collège des chefs traditionnels, la même hypothèse a prévalu. Ils se sont dit que minimum deux chefs par département. Or, il se trouve que la région du centre a 10 départements. Et c'est de là où vient le 20. Ce qui porte à 20, justement. Mais compléter. Il ne fallait pas donc, à partir de là, étendre sur toutes les régions. Tout à fait. Ça même ne semble pas... Il ne fallait pas étendre sur toutes les régions. Et je dis que si les députés volent ce projet de loi, vraiment, ce serait faire une insulte à l'intelligence des Camerounais. On bâtit tout un modèle sur la base d'un certain nombre d'hypothèses. Si on peut être d'accord là-dessus, on peut continuer. Et si vous voulez, dans le cas d'espèce, non, je ne remets pas encore. France a 308 conseillers territoriaux. La Haute-Normandie a 98. Attendez. La Bretagne a 190. Attendez. Pourquoi vous pensez que il ne faut pas confondre? Dans le cas de cette réforme. Pour le Sénat, ça se comprend. Parce que le Sénat est le représentant des collectivités locales. Écoutez-moi bien. Non. Donc si la répartition et l'égalité du Sénat, ça se comprend. Laissez-moi de placer. Parce que c'est le représentant des collectivités locales. Mais dans une région... Là, par contre, pas cohérent, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Laissez-moi un peu de temps. Dans l'espèce, il n'y a ni rupture d'égalité, ni rupture d'équité. Il n'y a ni rupture d'égalité, ni rupture d'équité. Expliquez-moi. Tout simplement, chaque région, à la limite, même on peut laisser le jeu ouvert. Et on dit à chaque région, vous définissez de combien déjà vous représente. On ne fait jamais ça. Non, attendez, vous partez sur la base d'une hypothèse. Je parle également sur la base d'une hypothèse. À la limite, on peut aboutir à des points d'efficacité derrière, qui consistait à dire il y a un certain nombre de gens qui sont surreprésentés. Encore faudra-t-il qu'on ait défini à la base le nombre de personnes qu'il faut pour un représentant. À ce moment-là, on pourrait dire, à la limite, comme c'est le cas du Sud, les gens sont surreprésentés et pour des points d'efficacité économique notamment, on peut réduire le nombre. Mais dans le cas de ce qu'il est en train de dire là, il n'y a ni rupture d'égalité ni rupture d'équité. Les gens peuvent être représentés par un certain nombre de personnes qu'eux-mêmes ils désignent. Dans le cas d'espèce, le gouvernement est allé de manière directive en disant que ce sera 90 pour tout le monde. Bien. Par contre, dans ce que vous citez au niveau du Sénat, c'est là où les problèmes d'égalité et d'équité peuvent se poser. Qui consiste à dire, nous allons dans une compétition nationale où on demande un certain nombre de places limitées et il y a des gens qui sont surreprésentés. Parce que, étant moins peuplés, ils ne pouvaient pas avoir autant de représentants que quelqu'un d'autre. Or, là, on est en face d'une gouvernance essentiellement locale. Est-ce qu'on peut se faire représenter par 200 personnes? C'est aux citoyens de répondre. Mais pourquoi vous ne mettez pas le nombre de conseillers égalité dans toutes les communes? Pourquoi vous ne mettez pas dans Douala? C'est pour ça que je vous parle d'un point. Même seulement dans un département. C'est pour ça que je vous parle d'un point d'efficacité. C'est pour ça que je vous parle d'un point d'efficacité de fonctionnement. Et là également. Monsieur Comme, laissez-le chuter. Il s'agit d'une gouvernance essentiellement locale. Et je pense qu'à l'intérieur de la localité, on peut décider volontairement que toutes les communes de Douala aient le même nombre de conseils municipaux. On peut également, envisager dans le cas de cette gouvernance locale-là de laisser le soin aux populations de dire par combien de personnes ils veulent se faire représenter. Non, c'est pas le rôle de la population. Rien à dire. Et dans le cas d'espèce, qu'ils me disent à la limite qu'il y aura des déperditions de ressources à entretenir un certain nombre de personnes qui seront en surreprésentation dans certaines localités, ça je peux l'admettre. Honorable, pour vous, quel est le critère qui garantit l'équité? Le critère qui garantit... Donnez-moi un seul critère qui garantit l'équité, qui permet que tout le monde ait 90. Je vous dis tout simplement qu'il y a le point d'équité de ce C'est le critère démographique. C'est le critère de la densité de la population. Quel est le critère? Attendez, je vous dis tout simplement le problème des critères. J'espère que moi aussi j'aurai du temps, parce que là, quand je prends la parole... Allez-y, ça je vous dis tout simplement, je ne vois même pas dans l'organisation actuelle là où le point d'équité se poserait, sauf si vous voulez me dire à la limite, dans le cas d'une personne qui serait surreprésentée, les gens auront une mais je vous dis, c'est un mauvais projet de loi. Il y aurait un Et un parlement qui adopte ça serait complice du gouvernement. Il y aurait un surencadrement.
Ça, il faut qu'on le dise. Il y aura des gens qui seront mieux... Attendez, oh là là, monsieur Comtienta, si vous voulez me dire qu'il y a des gens qui seront mieux encadrés parce qu'ils seront représentés que d'autres, oui, là, je peux vous suivre. Mais en ce qui me concerne, je veux dire, ce problème-là, étant entendu qu'il n'y aura pas de répercussion locale, nationale, et que la répercussion, elle est essentiellement locale, les gens sont libres également de dire par combien de personnes ils ont le droit de se faire représenter. Mais sauf que, monsieur, comme vous le torque depuis que c'est le rôle de l'État, c'est à l'État de justement le projet de loi c'est l'Assemblée nationale. D'où sortent les 70 et 20. Ça ne sort pas d'un chapeau. Le centre a 70 communes. Mais c'est une hypothèse de travail. Mais alors pourquoi l'élargir à tout le monde? Vous pensez que cette hypothèse, une hypothèse de travail, vous pouvez me permettre juste une question là-bas à 70, maintenant faire intervenir le poids démographique. Calmez-vous. Oui, pour les départementaux. Juste une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a une loi ou une logique fondamentale qui interdirait qu'on puisse calculer le nombre de représentants d'une communauté la plus grande aux autres? Et est-ce qu'il y a une loi naturelle qui s'oppose à cela? Mais les gens vont se sentir lésés. Oh, ben voilà. Parce qu'ailleurs, dans chaque commune, les gens auront trois conseillers régionaux. Alors qu'eux, ils n'ont pas la possibilité. Ils auront un seul conseiller au niveau de chaque commune. Considérez que ça a été une hypothèse de travail, c'est celle-là. On va modifier cette loi, ça passera pas. On termine sur ce sujet, messieurs. En quelques secondes, Jean-Robert, parce qu'on a le sujet sur la CEMAC que nous devons absolument évoquer avant de sortir de cette émission. Est-ce que vous comprenez les réserves justement de Barthélemy Comtienta au sujet de la répartition de ces conseils régionaux? Oui, je comprends très bien ces réserves. Si déjà au niveau des communes, il y a déjà une différence au niveau du nombre de conseillers, il est tout à fait normal qu'au niveau des régions également, qu'il y ait cette différence. Je vais prendre l'exemple simple pour la ville de Douala. Avant la commune d'arrondissement de Douala 3e et Douala 5e qui ont 61 conseillers municipaux, Douala 2e ainsi que Douala 1er, Douala 4e, donc 41 conseillers municipaux. Tout comme ailleurs, il y a des communes qui ont 25 conseillers municipaux. Donc il est tout à fait normal, je vous en prie, il est tout à fait normal qu'il y ait cette différence. Et puis bon, moi je vais dire également une chose, je vais corriger un certain nombre de choses qui ont été dites sur ce plateau. Quand M. Comte parle, n'est-ce pas, de la loi portant fiscalité locale des régions, c'est que ça n'est pas précis, elle n'a pas profondeur. C'est pour ça que je dis qu'il faut la modifier pour effectivement déterminer les péréquations. Parce qu'on ne sait pas combien aura la région, combien aura l'État. Ne nous ramenez pas en arrière, il n'y a aucune disposition. Ça n'existe pas. Je vous en prie. Monsieur Com, quand vous parlez, on vous écoute. Messieurs, nous nous ramenez pas en arrière. Et je vous donne la disposition. Et je cite les taxes. Il n'y a aucune disposition chiffrée. Est-ce qu'il y a une disposition chiffrée pour les communes? Dans la loi portant fiscalité locale. Il y a une disposition chiffrée. Vous voulez pas. Laissez-moi finir de parler quand même. Vous dites chiffré. Quand vous parlez, on vous écoute. C'est incroyable. S'il vous plaît. Soyez nous discipliner sur ce plateau. Monsieur Wafo, vous nous ramenez là. Je suis en train de dire je suis obligé, je vous en prie. Monsieur Wafo, je vous en prie. Monsieur Wafo, je suis obligé de mettre un terme à ce débat. On va prendre le dernier sujet. Je vous en prie, vous nous ramenez en arrière. Vous faites la même discussion sur la même question depuis le début de cette émission. Est-ce que je dois pas parler? Je vous en prie, messieurs. Vous pouvez parler, mais vous répondez à la question que je vous pose. Ok, bon, maintenant, s'agissant des régions, voilà, revenez. S'agissant donc des conseils régionaux, il est clair que en l'état actuel, n'est-ce pas, du nombre de conseillers régionaux, d'un grand nombre de conseillers municipaux, c'est-à-dire le RDP aura 100% de conseillers municipaux, donc de conseillers régionaux, ce qui n'est pas bien pour la démocratie. Parce que voyez-vous, on a besoin, n'est-ce pas, de détendre le climat d'insécurité qui règne aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, moi, donc personnellement, je propose, par exemple, qu'on passe, n'est-ce pas, du mode de scrutin qui est majorité proportionnelle à l'heure actuelle, parce que quand vous avez 50%, vous rappelez tout. Quand vous avez moins de 50%, vous partagez avec le reste. Parce que, et compte tenu de ce qui se passe actuellement sur le terrain, où au niveau des conseils municipaux, le RDPC est une majorité obèse, on aura 100% de conseillers régionaux. Je propose qu'on passe à la proportionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un parti politique qui a 5% de suffrage puisse être également représenté au sein du conseil régional. Parce qu'à l'heure où on parle, prenons le cas du Nord-Ouest, par exemple. Là-bas, dans le Nord-Ouest, les conseils municipaux sont à une large majorité, soit du RDPC, soit du SDF. Ça veut dire quoi? Celui qui vient en tête aura la majorité absolue. Si le RDPC gagne, a le plus grand nombre de suffrages,
tous les conseillers régionaux seront du RDPC. Et si le SDF gagne, tous les conseillers régionaux seront du SDF. Ce qui sera une calamité en termes de détente de l'atmosphère politique. La même chose dans la partie septentrionale. On va se retrouver avec des partis politiques qui disposent par exemple de conseillers régionaux, et donc de conseillers municipaux, et même des mairies qui contrôlent des mairies, mais qui ne pourront pas être représentés au niveau du conseil régional. Donc je pense pour ma part qu'il est temps encore de rectifier le mode du scrutin, qui est un mode particulier, qu'on passe de la majorité et la proportionnelle à la proportionnelle intégrale, parce que c'est extrêmement important. Nous avons 3 régions du pays qui sont en prise, qui sont en insécurité totale. Il faut détendre l'atmosphère politique, il faut faire participer tout le monde. Les gens vont participer, il y a les chefferies traditionnelles qui y seront. L'aspect genre a été pris en compte. Et bon, bien évidemment, les composantes sociales sont prises en compte. Mais une 4e composante, la composante républicaine de ma part, qui est la composante politique qui n'est pas prise en compte. Donc je pense pour ma part qu'il faut corriger le fait qu'il faut introduire cela dans le projet de loi qui est en train d'être Michael, ce que je voulais dire, c'est que sur ce plateau, évidemment, c'est des discours de politiciens. En réalité, en l'état, l'organisation des élections régionales dans des régions comme le Nord-Ouest et le Sud-Ouest va accentuer la division du Cameroun de ces régions-là. Ça va accentuer. Mais pourtant, je vous dis, vous allez justement l'un des prétextes, estime certains, de l'introduction de cette... on va la question parce qu'on prend des questions... Je veux bien... Pour que tout le monde se retrouve au sein des conseils. Je veux bien. Il y a eu élection présidentielle dans ce pays. On a vu le taux de participation dans ces régions-là. Encore que là, c'est une élection présidentielle. Encore que là, c'est une élection indirecte. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est la population. C'est le gars du village là qui va choisir celui qui va le représenter. Non, au conseil régional, non. Dans le conseil régional, non. C'est un scrutin indirect, c'est le conseil municipal. Quand je dis le gars, j'appelle le conseiller. Mais vous allez, je me demande toujours, vous allez faire comment de ces villes qui sont vidées de leur population? Comment est-ce que ces gars vont représenter ça? Non, ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important. On ne peut pas commencer. Pour l'instant, messieurs, le corps électoral n'est pas convoqué. Donc oui. Qu'est-ce qu'on fait donc? Ici à là, vous avez vu le projet de loi prévoit le regroupement des circonscriptions. Tout à fait. On va sortir. Vous n'avez pas réglé super chéri là. Michael, sortons de nos intransigeants parce que très souvent quand le temps s'est élevé, c'est parce qu'on est plus ou moins intransigeant. Quand l'audition que nous avons ici par rapport au nombre, c'est tout simplement, moi ce que j'ai voulu préciser que c'est une hypothèse de travail, tout comme il y en a d'autres. Mais là également, il ne faut pas tellement privilégier, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre la parole, il ne faut pas seulement privilégier le critère démographique, il y a également l'étendue du territoire. Oui, ça, écoutez, lorsque vous êtes on peut pondérer sans que ce soit égal pour tout le monde. Mais voilà, donc quand vous êtes à Douala deuxième, même si vous avez une densité importante de la population, c'est moins fatigant que de faire le tour de ma localité, où vous avez peut-être 10 km à faire pour rencontrer la première agglomération. Donc ça également, c'est des dosages. Et c'est pour cette raison. Mais là également, pour terminer, sortons de nos intransigeances, parce qu'effectivement, vous avez très bien vu, lorsqu'on nous parle de Nozo aujourd'hui, c'est Nozo. C'est parce qu'on l'a toléré à un moment donné, en pensant qu'on allait faire un argument politique, y compris vous, le SDF. Et effectivement, aujourd'hui, on en est à se plaindre du fait effectivement, que les gens ne peuvent pas voter là-bas. Non, il ne fallait pas commencer. Parce que, effectivement, la société fonctionne sous forme de digue. La digue sociale, dans le cas du Nord et du Sud-Ouest, nous l'avons volontairement laissé sauter parce qu'on voulait en faire un argument politique. Les conséquences sont là. Effectivement, là, et le gouvernement aujourd'hui, peut-être, avec beaucoup de plaisir, peut dire, effectivement, vous avez des maladies, on y est, on va la faire cette décentralisation-là. Et effectivement, si ça peut contribuer à l'apaisement dans cette région-là, puisque ça a été une des revendications fortes pour que les gens puissent retourner chez eux et voter, c'est ça, effectivement. Il a dit des choses extrêmement graves. Si vous l'avez toléré, allez-y. S'il vous plaît, je voudrais justement dire à l'endroit de nos téléspectateurs, le premier vice-président de votre formation politique, l'honorable Joshua aussi, sur nos antennes,
dans une de nos éditions du journal télévisé, a effectivement, un tout petit peu, on va dire, battu en brèche ces deux projets de loi en disant que le social-démocratique Front était plutôt favorable, on le sait, pour le fédéralisme et que, en quelque sorte, le projet de loi ne servait pas à grand-chose. Est-ce que vous rejoignez cette position? Mais tout à fait, le point de vue du SDF est connu, à savoir le fédéralisme comme... dans ce cas, on dira que vous n'avez pas besoin de discuter. Non, mais écoutez, en attendant, on participe. Nous avons fait le pari de la participation aux élections. C'est tout à fait normal, tout comme nous sommes allés aux élections présidentielles. Nous sommes allés aux élections législatives, aux élections municipales, et puis, pour ce qui concerne et les régionales, mon point de vue est que, tant que ça c'est un avis personnel, tant que le mode du scrutin n'a pas changé, nous ne participons pas. C'est un point de vue personnel. En attendant que le comité exécutif national, n'est-ce pas, se prononce là-dessus. Et quand le comité exécutif national avisera dessus, je ne sais pas avec cette retournelle. Mais si vous laissez-moi parler. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Mott a fait une déclaration grave. Il a fait comprendre que c'est le SDF qui a voulu faire de l'assurancière. Vous avez participé à l'assurancière. Quand cette crise a commencé. Vous avez participé. Quand cette crise a commencé. Laissez-moi finir. Non, monsieur Wafo. Quand cette crise a commencé. Mais laissez-moi finir. On ne va pas revenir. Mais je veux donc dire ceci. C'est un sujet précis, Jean-Romain Wafo. On va pas revenir à le SDF a faire l'origine de la crise. Non, je ne fais pas de l'origine de la crise. Je dis la position du SDF est claire. Il faut un dialogue politique national inclusif. Un dialogue inclusif, voilà. Inclusif qui prenne en compte toutes les possibilités. Si vos amis, si votre parti politique n'organise pas, n'est-ce pas, dans l'urgence, c'est pas poli, c'est pas poli, ne vous faites comme ça. Un dialogue national politique, donc inclusif, il s'imposera à vous. Et le peuple organisera votre grand soir. C'est sur ce qu'on va prendre la transition, madame, monsieur, pour prendre le dernier sujet de cette émission qui nous parle bien sûr de la CEMAC et cette 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC qui se tient en ce moment à N'Djamena. Redynamiser l'intégration régionale et restaurer la sécurité en zone CEMAC pour le renforcement des réformes économiques. C'est donc sur ce thème que se tient à N'Djamena en ce moment même cette 14e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Et nous avons d'ailleurs sur place notre envoyé spécial Carole Yemelon qui nous envoie quelques images que nous allons voir pendant que nous allons échanger autour de cette question, des questions de sécurité justement qui intéressent les chefs d'État et gouvernement de la CEMAC. Et je voudrais préciser à l'endroit de nos téléspectateurs que 3 chefs d'État prennent part à ces travaux. Denis Sassou Nguesso du Congo, Faustin Archange Touadéra de la RCA et bien sûr Idriss Déby, le président camerounais représenté par le Premier ministre chef du gouvernement. Et ça répond à la question peut-être d'un journal qui cette semaine s'interrogeait, c'était le quotidien Le Messager, qui se demandait si le président de la République effectuera le déplacement pour N'Djamena. Samuel Mott, une fois de plus, on va dire ça comme ça, le chef de l'État ne prend pas part à ce sommet, un sommet pourtant très important quand on sait que le Cameroun prendra justement la présidence de l'institution. Que le président de la République soit venu, soit pas la voix du Cameroun, elle a tout porté, elle a tout été prise en compte, elle a tout été valablement exprimée. Écoutez, on revient tous sur les mêmes choses. Le chef de l'État décide de là où il passe en fonction de son agenda et en fonction des dispositions d'esprit qu'il a. Mais très souvent également, vous savez, vous oubliez un certain nombre de choses sur la stratégie. Hein. Le général ne va jamais à la bataille. Parce que n'oubliez pas très bien, dans la CEMAC, nous sommes un peuple reconnu pour son dynamisme, mais également nous sommes enviés pour cela. L'histoire de la bourse, savoir si elle se loge à Libreville ou à Douala, devait également vous donner une indication forte en ce sujet. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au front comme ça, à discuter avec des gens qui veulent nécessairement vous mettre en minorité, il vaut mieux vous mettre en repli pour pouvoir réfléchir et prendre les bonnes dispositions pour pouvoir contrecarrer l'ensemble de ces velléités-là. Effectivement, le président de la République n'y est pas. Il est valablement représenté à un très haut niveau. Et effectivement, lorsqu'il y aura une voix à exprimer, la voix elle sera forte et sera la voix camerounaise. C'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle la conférence des chefs d'État et chefs de gouvernement. Michael, le sénateur a évoqué quelque chose, je ne sais pas si c'est un contre-exemple ou pas. Lorsque vous parlez de la bourse des valeurs d'Afrique centrale, c'était pour dire quoi? Parce que l'histoire a toujours retenu que c'est parce que Paul Biya était absent aussi. Non, pas du tout. Vous êtes très mal informé. C'est moi parce qu'il y avait une cabale qui avait été montée avec une velléité forte contre toute nature de mettre cette bourse-là à Libreville qu'il a dit, écoutez, si
contre toute forme de réflexion et contre toute objectivité, vous voulez absolument qu'elle y aille là-bas, allez-y, on verra bien ce que ça pourra donner. Michael, je disais alors, que l'histoire... Non, je vais corriger ce qu'il dit, parce qu'en fait, ce qu'il dit là, c'est des analyses de politiciens. Non, pas du tout. L'histoire retient qu'en réalité, c'est parce que Paul Biya était absent au sommet de N'Djamena que finalement Libreville a abrité le siège de la bourse des valeurs. Non, c'est pas vrai. Après, c'est qu'une fois... La bonne information, c'est celle que je vous donne. Après, non, je ne pense pas. C'est la bonne information que je vous donne. La preuve, c'est qu'une fois rentré de N'Djamena député, c'est à ce moment que le Cameroun décide de créer la DSX. Non. Aujourd'hui, on est là, on parle de fusion d'une bourse. Et le gouvernement camerounais a toujours reconnu justement qu'il est important d'avoir dans cette région une seule bourse. Mais n'empêche, quand vous dites ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qui a poussé? C'était établi qu'on devait avoir une seule bourse. Le Cameroun a tout pensé qu'en toute logique, compte tenu du fait que le tissu économique le plus important se trouve chez nous, en toute logique, la bourse devait se baser ici. Mais effectivement, il y avait une coalition qui avait été montrée contre les intérêts du Cameroun, mais vous devez en tenir compte. Vous êtes leader d'une région, on montre une coalition contre vous au point... Mais il est d'accord à la pensée finalement. Je ne dis plus rien là-dessus. Léopold, sortant de cette question, s'il vous plaît, il ne s'agit pas des questions... La question justement qui regroupe les chefs d'État et chefs de gouvernement, ce n'est pas des questions économiques, on parle des questions de sécurité justement. Et le président Idriss Déby, dans son adresse ce matin à l'ouverture de cette conférence, est revenu sur la question sécuritaire. Il faut absolument tout faire pour résoudre cette question sécuritaire dans la zone CEMAP. Sinon, cela constituerait un très gros goulot d'étranglement pour l'intégration, ou alors la libre circulation des biens et personnes. Vous estimez, vous, Barthélemy, comme Tchente, que ces questions sécuritaires sont celles qui plombent le plus la libre circulation dans la zone CEMAP? Oui, tout à fait. Ces questions plombent la libre circulation. Mais quand les chefs d'État se réunissent, c'est pour trouver des solutions. Moi, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. C'est l'occasion pour eux de travailler, de se creuser les méninges et de trouver des solutions aux populations qui sont identifiées. Maintenant, comme l'a dit l'honorable Mout, si le président n'est pas allé, c'est qu'il a des bonnes raisons. Il a dû se justifier auprès de son homologue, le président Idriss Déby, qui est le pays hôte, et il a envoyé un représentant. Parce que voyez-vous, même à notre niveau, moi, nous avons une association des anciens élèves de Polytech, promotion 83. Chaque fois qu'un membre doit recevoir, il fait le lobbying nécessaire pour que les autres viennent. Donc, quand un membre ne vient pas, il s'excuse. Et il donne des raisons valables pour se faire excuser. Donc, je crois que plus sur l'absence du chef de l'État. Je crois qu'ils ont mis un point à l'ordre du jour. Oui. Et ils vont débattre de ce point. Et ils vont trouver des solutions pour régler ce problème. Léopold, sur la libre circulation, sur la libre circulation. Non, c'est incroyable. Ce que je veux dire, que c'est une vérité. On sait que le processus d'intégration dans cette région-là connaît tous les problèmes, parce qu'aujourd'hui, on ouvre les frontières, le lendemain, on ferme. Vous savez, ça ne fait peut-être pas 2-3 semaines aujourd'hui que la Guinée équatoriale a réouvert sa frontière avec le Cameroun. Ça ne fait pas un mois où le Gabon a décidé de prendre un certain nombre de mesures pour les Camerounais qui allaient à Libreville. En ce moment, sur la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique, c'est carrément bloqué. C'est carrément bloqué. Donc moi, je pense que les enjeux sont très importants pour que le président de la République ne se déplaçât pas pour cette rencontre-là. Maintenant, il est représenté. Il est représenté. Laissons la question de la représentativité du président de la République. Parlons des questions de sécurité. Oui, donc maintenant, les questions de sécurité sont réelles, parce que il y a toujours un corollaire entre la fermeture des frontières et puis ces questions de sécurité. Parce que du côté équato-guinéen, on va vous dire qu'attention, vraiment, quand la porosité des frontières ou bien la présence des douaniers bizarres au niveau des frontières fait passer des gens bizarres qui vont attenter à la sécurité du pays. Au Tchad, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est normal quand même que cela soit au centre. Et je dirais encore que c'était l'occasion, finalement, pour les chefs d'État de régler un certain nombre de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait M. Maud, le Cameroun, qui est la locomotive de cette sous-région, a tous les problèmes du monde aujourd'hui. A tous les problèmes. Regardez, sur son flanc nord, c'est les problèmes. Sur son flanc sud, c'est les problèmes. Donc, c'est autant de choses qui font à ce que
ce sommet-là ait toute sa pertinence. Et justement, Jean-Robert, il y a un pays qui jusqu'ici était pointé du doigt pour être un frein à ce processus de libre circulation-là, la Guinée équatoriale, qui s'y est, on va le dire, un tout petit peu opposée à un moment donné, ou alors n'a pas totalement ouvert les portes pour que la libre circulation soit effective. Mais évoquer les questions de sécurité, simplement, aujourd'hui, ne serait pas un cache-sexe pour essayer de noyer le poisson, par exemple? Oui, mais vous savez, un pays ne blague pas avec sa sécurité. C'est tout à fait normal. La sécurité, c'est une question de souveraineté, quoique étant dans une sous-région. Bon, la Guinée équatoriale se comporte ainsi. S'est comportée ainsi durant longtemps, parce que c'est un pays qui est pétrodépendant. Depuis que les cours sont en train, n'est-ce pas, de fluctuer le plus souvent à la baisse, vous avez bien constaté que la position de la Guinée équatoriale ne cesse de se ramollir en ce qui concerne la libre circulation. Bon, bien, j'ai entendu M. Modi tenter de justifier laborieusement l'absence du président de la République. Vous n'êtes pas obligé de réagir dessus. Écoutez, mais laissez-moi parler, mais monsieur... Allez-y. Mais allez-y. Vous devez dépasser. Mais laissez-moi finir. Écoutez, je dis ceci. Vous nous ramenez en arrière. Je ne ramène pas en arrière. Mais il a tenté de justifier laborieusement l'absence du chef de l'État en disant que bon, un général ne va pas ne va pas au front, c'est les soldats qui vont au front. J'ai bien envie de lui demander si d'autres chefs d'État, donc de la CEMAC qui y vont, sont plutôt des soldats. Non. Ils n'y sont pas tous. Non, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que quand un chef d'État, quand un pays est représenté au plus haut sommet, il est clair que la diplomatie est différente de quand ce pays n'est pas représenté au plus haut sommet. C'est connu, vous demandez à tous les diplomates du monde, ça dit que c'est clair et net que un Donald Trump qui vient à un sommet organisé dans lequel participent les États-Unis, c'est différent que si c'est un sous-secrétaire d'État ou alors un secrétaire d'État américain qui arrive. Donc, vivement que ça change. Malheureusement, on en est habitué et puis c'est pas pour demain que les absences répétées vont cesser. J'ai tendance à dire, à donner cette leçon de la vie à mon ami Jean-Robert Affo. Le destin du leader, c'est d'être tapé derrière. Et tout simplement parce que nous sommes les moteurs de la CEMAC. Très souvent, on tape et des fois, parfois très injustement sur nous. Et vous pouvez comprendre également l'attitude des L'Allemagne, la chancelière Angela Merkel participe à tous les rapports de force ne sont pas les mêmes. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Alors que l'Allemagne est le moteur de les rapports ne sont pas les mêmes. Ah bon, voilà. Merci messieurs. On va sortir sur cette question. Je vais vous permettre à vous tous sur ce plateau peut-être de dire un mot sur la rencontre des Lions Indomptables hier et qui a regardé le match d'hier entre le Cameroun et les Comores, les Lions Indomptables qui sont donc qualifiés pour la Coupe d'Afrique en Égypte. Jean-Robert, vous avez regardé le match d'hier? Bien sûr, j'ai vu le match. J'ai vu une équipe des Lions super organisée, avec des talents qu'on connaît. Moi, j'ai toujours dit que l'équipe nationale du Cameroun n'a pas un problème, n'est-ce pas, au niveau du talent, au niveau des joueurs. Le Cameroun, les Lions ont besoin plutôt de la stabilité. Malheureusement, notre équipe nationale a une tutelle politique qui ne laisse pas, n'est-ce pas, les acteurs s'exprimer correctement sur le terrain. Léopold. Non, moi ce que je vais dire, que je ne vais pas juger les Lions Indomptables sur un seul match, parce qu'en réalité, c'est un peu ce qui est souvent bizarre avec notre équipe nationale. C'est-à-dire qu'on est laudatif dès le lendemain d'une victoire. Parce que lors du prochain match des Lions, quand on va se faire foutre 2-0, on va trouver que le coach n'est pas bon, l'encadrement technique n'est pas bon. Donc sur un match comme celui-là, franchement, que le Cameroun soit aujourd'hui à se féliciter, à s'auto-glorifier pour une qualification à la CAN. Devant les Comores, franchement, c'est un non-événement. Attendons au moins qu'on nous rapporte cette Coupe d'Afrique. Ça, c'est typiquement camerounais. Bon, malheureusement, je n'ai pas suivi le match parce que j'étais au village. Là, je repars au village dans une minute. Dès qu'on sort du studio, je peux me féliciter effectivement que nous serons à cette CAN-là. 3-0, c'est une très bonne chose. 3-0, peu importe le score, nous serons à la CAN. La prochaine en 2019. Une CAN que vous devez organiser. On y sera et ce serait très bien pour le Cameroun qu'on y soit. Merci messieurs d'être venus, merci d'avoir passé ces moments en notre compagnie. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont regardé ce jour. Et tout de suite, dans quelques instants, ce sera la République djambolaise qui va s'installer. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain.